Bien, merci Jean-François. Voilà une barre qui est mise bien haut, donc il va falloir ne pas en tomber. Je suis également accompagné donc, de David, que je présenterai, David Dewatt, qui est professeur à l'université, qui est un philosophe spécialiste en éthique. Il pourra dire 2-3 mots de son parcours. Il est directeur de la chaire éthique et transhumanisme de l'Université catholique de Lille, puisque mon propos, à la demande de Jean-François, d'aujourd'hui, comme hier à HEC Montréal, concerne non pas l'ensemble de mes activités sur la question des révolutions technoscientifiques, mais un focus plus particulier sur mon dernier ouvrage, La tentation d'Eugénie, qui constitue une forme de, non pas de virage dans mon parcours de pensée, mais malgré tout une alerte éthique sur la question du développement technoscientifique en général. Voilà, donc on sera plutôt là-dessus que sur les transformations considérables que nous essayons d'induire à l'université, qui ne sont pas évidemment sans lien avec cette forme d'alerte éthique, cette forme d'appel à l'existence d'un contrefort éthique au développement des technosciences, puisque nous considérons que nous avons en tant qu'université un rôle majeur à jouer, notamment en France, puisque nous définissons comme notre mission comme une mission d'accompagner les jeunes dans le principe, dans le processus magnifique, merveilleux, qui fait la merveille de l'homme, qui est cet accès à l'autonomie de conscience pour atteindre une forme de liberté responsable. Voilà. Et donc, c'est de cela dont nous allons parler, et évidemment, David prendra une partie du propos, puisque lui-même est au cœur de cette équipe. Nous avons aujourd'hui à l'Université catholique de Lille une équipe de 30 chercheurs temps plein qui ne travaillent que sur les questions éthiques, éthique financière, éthique de la santé, éthique des technosciences et éthique et transhumanisme, qui est le sujet aujourd'hui. Alors on s'est rendu compte hier en fait à HEC Montréal, avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années, puisque nous faisons partie du réseau Mosaïque, qui est un des réseaux d'innovation que nous avons conjointement lancé, qu'au fond finalement la question du transhumain et du transhumanisme n'a pas forcément le même impact peut-être ici au Québec ou au Canada en général, qu'en Europe et notamment en France, où il y a aujourd'hui une vraie focalisation, notamment des médias, sur ces questions évidemment qui interrogent, interpellent et même viennent interroger notre propre université dans ce qu'elle fait dans l'innovation technoscientifique. Puisque évidemment tous les travaux que nous faisons autour de ces accélérateurs, de ces incubateurs, de ces centres de co-design ont tous derrière la tête l'idée d'une accélération. Mais comme je le dis souvent, s'il s'agit simplement d'accélérer la vitesse à laquelle notre humanité va se fracasser dans le mur, ça n'aura qu'un avantage, c'est qu'on souffrira moins. Donc il est important qu'on puisse y donner une autre ambition qui est l'ambition que tout être finalement partage, quelle que soit sa foi, sa non-foi, sa croyance, sa part d'humanisme, c'est de tenter de faire un monde qui ne soit pas pire en tous les cas que celui qu'on connaît, et s'il pouvait être meilleur, évidemment, ça nous réjouirait. Et donc je crois que tous mes travaux et tous nos travaux portent sur cette prise de conscience, de par notamment mon passage comme directeur général délégué d'Orange Innovation, cette prise de conscience que nous avons probablement comme rare fois dans l'histoire de l'humanité la potentialité de la détruire, comme nous avons la potentialité de la reconstruire, de la réinventer, plus soucieuse de l'environnement, plus soucieuse de l'humain, qui pourrait peut-être ne plus être réduit simplement à un stock disponible, comme disait le philosophe Heidegger, mais comme plutôt évidemment une alliance, on parle d'économie symbiotique, il faut une nouvelle alliance où l'humain pourrait se développer, se régénérer dans l'activité, et que nous puissions aussi transformer notre rapport à la nature. Et j'ai pu mesurer d'ailleurs avec la visite à Alma mardi, et puis parce que d'habitude je viens à Montréal, ça fait très longtemps que je viens à Montréal, je suis venu quelques fois à Québec, de voir la place de la nature au fond
qui était absolument extraordinaire, merveilleuse, traverser en voiture pendant 5 heures le parc des Laurentides était une expérience tout à fait, en plus avec un conducteur passionné par son pays, était tout à fait intéressant. Voilà, donc ça c'est en termes d'introduction, et je démarrerai, alors le titre « L'homme de demain sera-t-il transhumain ?» ça va nous obliger déjà à essayer de périmétrer, de définir un peu ce que peut être le transhumanisme. Pour d'ailleurs finir sur le problème en France, et à vous de me dire au travers des questions, on en a un peu parlé déjà hier, qu'est-ce qu'il en est ici au Québec, au Canada. Ce qui me frappe dans mes travaux, et notamment dans les nombreuses rencontres que j'ai pu avoir pour mon dernier ouvrage avec des grands scientifiques, j'avais tendance à dire avec des vrais, c'est la montée en France d'un nouveau montée qui à mon avis est assez préoccupante, d'un nouveau genre littéraire que j'appelle le roman de science-fictive. On a été habitué au roman de science-fiction qui nous a placés depuis de nombreuses années, évidemment les ancêtres Jules Verne, etc., après Asimov et toute la suite, ont eu l'habitude au fond de nous décaler, de nous placer dans des univers qui sont en général décalés de notre quotidien, parce qu'on est dans 1000 ans, parce que nous sommes sur une planète inexistante. Le roman de science-fiction est beaucoup plus pernicieux, puisqu'il consiste à prendre des faits avérés scientifiquement, des résultats opérationnels de la science, et de les extrapoler dans une fantasmagorie qui est non avérée, c'est-à-dire qui relève aussi du registre de la croyance. On a le droit, évidemment, d'être dans le registre de la croyance, comme par exemple d'affirmer avec une certitude très congruente que nous serons capables de produire une machine plus puissante que l'humain, qui n'est au fond qu'une machine, disent certains. Voilà quelque chose qu'on a le droit d'affirmer. Mais l'affirmer avec le regard du scientifique est une imposture, parce qu'aujourd'hui on sait qu'on est très loin, et que, y compris dans les niveaux de parallélisation que nous sommes en train d'obtenir avec les annonces de D-Wave sur l'utilisation du qubit et des machines quantiques, d'annoncer que nous serons capables de les programmer et que le deep learning nous donnera les algorithmes nécessaires pour programmer ces machines et de produire une machine plus puissante que le cerveau humain, nous avons parfaitement le droit de l'affirmer, mais nous ne pouvons pas l'affirmer avec un point de vue scientifique. Ça reste du niveau de la croyance quand vous discutez avec des vrais scientifiques qui travaillent sur ces sujets et qui, eux, sont confrontés à ce qu'on appelle le principe d'incomplétude. Je vais juste prendre un exemple, je le fais durant ma conférence, mais là je vais le faire en entrant. Excusez-moi, votre prénom c'est ? Pascal. Pascal, excusez-moi Pascal, voilà. Vous avez vu que je viens dans 2 secondes de caresser le front de Pascal avec mon doigt. C'est 2 millions de capteurs ici qui sont rentrés en action. 2 millions de capteurs. Et je pourrais vous décrire l'ensemble des processus qui se sont produits. J'ai eu la chair de poule, tellement votre peau est douce. Et je pense que vous-même, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que cet andouille vient me caresser le front? Vous venez pas de me bénir? Voilà. Et vous avez dû vous dire, ma mère m'a peut-être pas assez caressé quand j'étais petit, et peut-être que ça va remonter à 5-6 générations, et peut-être que votre reptilien a vu des résonances avec peut-être des traumatismes qui datent de 3 ou 4 générations avant vous. Enfin, la complexité de ce qui vient de se passer en 2 secondes est inaccessible. Elle est inaccessible. Et donc, on voit bien qu'affirmer avec une affirmation scientifique que nous serons capables de dépasser cela, c'est-à-dire de produire quelque chose qui relève d'une machine, c'est-à-dire d'une conception humaine. Quand on voit ce que Intel investit pour passer à 12 nanomètres et ses 14 milliards de dollars, alors que, comme le dit Idriss Aberkan, la nature produit des structures à 4 nanomètres que sont les diatomées, qui sont des structures silicium, par milliards d'exemplaires dans des eaux polluées. Nous, il nous faut des salles blanches, une seule poussière qui se promène. Donc je souhaiterais très intimement que l'humanité perde de son arrogance par rapport à cette capacité de production. Et je vais vous citer 2 auteurs que j'aime particulièrement, Paul Jorion qui a rejoint notre université et qui dit la chose suivante: il n'est pas impossible que l'homme soit technologiquement parlant suffisamment intelligent pour produire son successeur sur Terre. Il ne dit pas, je suis sûr qu'il sera grave, il n'est peut-être pas impossible. Comme dit Bostrom dans son livre Super Intelligence, il n'est pas impossible que nous produisions une machine plus puissante que le cerveau humain, mais il dit entre 20 et 90 ans,
ce qui lui donne une certaine marge, puisque, sauf si les transhumanistes ont raison, il y a de fortes chances qu'il soit décédé à cette époque-là. Donc moi je veux bien aussi faire de la prospective. D'ailleurs je vous annonce que les extraterrestres débarqueront sur la Terre probablement entre 20 et 90 ans, si vous voulez le noter. Et je pourrais vous parier, puisque dans 90 ans, il y a de fortes chances que je sois dans un ailleurs. Donc il n'est pas impossible que l'homme soit technologiquement parlant suffisamment intelligent pour produire son successeur sur Terre et suffisamment stupide pour être incapable de s'y préserver. Et puis le deuxième citation, c'est mon ami Bertrand Vergely, que je tiens pour un des plus grands philosophes aujourd'hui, en tous les cas dans le monde francophone, par ses ouvrages sur ces sujets-là. Et Bertrand Vergely, qui est un ami, qui a préfacé mon 3e ouvrage, dit « L'homme se prend pour Dieu avant même d'avoir appris à être un homme ». Alors on va se répartir la tâche entre David et moi. Et moi je vais commencer par, au fond, essayer de décrire c'est quoi les terrains de jeu, quels sont les récits qui nous baignent au fond, parce que on voit bien que toute la construction du futur que nous faisons tous les jours, et vous y participez activement, et Dieu sait, excusez-moi cette expression, si la jeunesse est consciente des enjeux. Moi je côtoie pas les 30 000 étudiants un par un, mais d'être baigné dans toute cette jeunesse qui pour moi à 66 ans est un bonheur immense, parce que j'aime cette jeunesse. Alors ça ne veut rien dire la jeunesse, il y a des jeunes cons comme il y a des vieux cons, mais la jeunesse a une énergie vitale, un désir de sens, un désir d'en découdre avec les questions qui nous sont posées, qui est tout à fait admirable. Et donc cette espérance qui vient de cette jeunesse, elle est aussi manipulée par les univers symboliques qui nous sont proposés dans la façon dont on crée une figure fictive de l'avenir, par des annonces par exemple tout à fait hasardeuses, par des possibles que l'on indique comme possibles, qui eux-mêmes sont porteurs évidemment d'un sens. Quand une humanité décide de mettre 20 milliards dans l'innovation technologique pour fabriquer un homme qui pourrait être meilleur que l'homme existant, ça veut dire qu'elle porte un regard extrêmement négatif sur ce qu'est l'homme. Puisque peut-être qu'avec la moitié de ces milliards, on pourrait peut-être juste résoudre les quelques centaines de sans domicile fixe ou de migrants à Paris qui dorment dans la rue et dont certains meurent de froid, par exemple. Voilà peut-être une hypothèse ou une alternative. Donc rien n'est neutre dans ce qu'on fait, rien n'est neutre dans ce qu'on décide. Rien n'est neutre dans la façon dont on décide d'être au monde. Or, aujourd'hui, les univers symboliques sont manipulés par ces romans de science-fictive qui construisent cette figure fictive du futur où nous serions capables de réparer l'homme, c'est-à-dire, et on le verra avec les transhumanistes tout à l'heure, au fond de fabriquer un homme sous contrôle, parce que la nature a créé un homme bien imparfait, qui a fait des guerres, qui a fait des horreurs, etc. Mais si on admettait, comme le dit Camus, juste un instant, en regardant la jeunesse, qu'il y a plus à admirer dans l'homme qu'à mépriser. Si juste on changeait ce regard et qu'on partait sur cette hypothèse, qui n'est pas de la naïveté, qui doit être lucide, et pour prendre conscience de ça, je crois qu'il est important de regarder quels sont les terrains de jeu sur lesquels se développe le transhumanisme, l'idéologie, la philosophie, certains disent l'éthique transhumaniste, ou les éthiques transhumanistes, et en même temps de tenter de le définir. Donc c'est ce que je ferai au travers de mon propre propos. Ensuite David décrira au fond l'observation que nous faisons des transhumanismes à travers le monde, pour ensuite je reprendrai la parole sur des aspects plus éthiques. Alors, il y a évidemment derrière tout ça un récit technoscientifique clair, et si vous voyez bien que si je parle de récit et non pas de prospective, c'est parce qu'en matière de technosciences, la prospective est devenue extrêmement complexe. Elle a toujours été compliquée. Je raconte toujours, et je m'excuse pour les organisateurs, parce qu'en général, c'est à ce moment-là que la moitié de la salle s'en va. Je raconte toujours qu'en 82-83, j'étais dans les cercles prospectifs de France Télécom à l'époque, et j'ai fait partie des intellectuels, entre guillemets, je ne me suis jamais pris pour un intellectuel, qui avait écrit un article annonçant l'échec d'Internet. Il y a un titre dans Le Monde qui disait, nous étions 4 ou 5 à avoir écrit cet article, qui disait Internet 0 milliard de bits, 0 milliard de chiffre d'affaires, pas de modèle économique, voué à l'échec, le Minitel est l'avenir.
Ça vous en dit long sur mes capacités prospectives et devrait vous amener à exercer votre légitime méfiance sur tout ce que je vais vous raconter à partir de maintenant. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'elle m'a marqué dans ma vie professionnelle, parce que j'étais plutôt un scientifique brillant, et j'étais plutôt dans l'idée qu'au fond, la science allait me permettre d'objectiver le monde. Au fond, de ne croire que ce que je voyais, conceptualisais, mettais en équation, mathématisais. Et je me suis rendu compte que malgré toutes ces années d'études, je continuais dans plein de sujets à ne voir que ce que je croyais. Et ça, c'est très important d'avoir en tête que même quand on est dans le champ des sciences, donc dans le champ de l'objectivité, on continue, au fond, à ne voir que ce qu'on croit, quelque part. Donc c'est important de parler de récit, parce que là, du coup, en faisant un pas de côté, en parlant de récit, on regarde l'histoire qui est en train de se raconter, sans être capable de dire si cette histoire, nous sommes capables de prouver scientifiquement que c'est bien celle-là qui va advenir. Et je crois que ce que nous avons à intégrer aujourd'hui, qui est la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que nous ne sommes pas dans l'inconnu. La prospective, ça consistait à essayer d'explorer l'inconnu. Le futur, par définition, est inconnu. Nous sommes en train d'entrer dans l'inconnaissable. C'est ça la transformation. La différence entre l'inconnu et l'inconnaissable, c'est que l'inconnu, hein, j'expliquais dans mes conférences à l'île de la Réunion, on me demandait c'est quoi la différence. Je disais, si on vous annonce une tempête ou un ouragan d'une puissance jamais connue, vous êtes dans l'inconnu. Peut-être que les vents feront 2000 km/h, peut-être que les grêlons feront 3 ou 5 kg, mais vous savez ce qu'est le vent, vous savez ce qu'est la grêle. L'inconnaissable, ça veut dire que vos modèles mentaux, tout ce qui nous a permis au fond d'objectiver le monde, de le conceptualiser, de le mettre en classe, de le rendre langagère, dialectique, eh bien ce paradigme, tous ces paradigmes-là, eh bien, sont en train quasiment de voler en éclats. Nous sommes face à des sujets qui relèvent de l'inconnaissable, pour lesquels nos modèles mentaux nous peinent à les penser. D'où l'idée de parler de récit, et le premier récit, évidemment, c'est le récit technoscientifique, qui est évidemment ici, je pense, et par un certain nombre d'entre vous connu, mais c'est le premier livre, c'est La Transition fulgurante, et je crois que son succès, parce qu'il a eu un réel succès, on en est à plus de presque 13 ou 14 000 exemplaires en France, qui pour un livre qui est quand même remboursé par la Sécurité sociale, parce que 2 pages équivalent à un exomile, paraît-il, hein, si on a des problèmes de sommeil, est quand même une prouesse, et cherchait évidemment à essayer de montrer comment se construit et comment s'élabore, comment on peut regarder toutes ces systémiques technoscientifiques. Parce que le gros problème que nous avons, et j'étais récemment au comité national d'éthique, parce que vous savez qu'en France, on est en train de revoir la loi bioéthique, qui doit être revue tous les 5 ans, et j'expliquais le grand danger dans les rapports Villani et autres, d'avoir une éthique sectorielle, c'est-à-dire, voilà, on a les éthiciens de l'intelligence artificielle, on a les éthiciens du big data, on a les éthiciens de la biologie. Le seul problème, c'est que la systémique qui est en train de se dérouler sous nos yeux font que les innovations les plus radicales naissent de la rencontre improbable de disciplines extrêmement différentes qui créent des ruptures. Ce que je vais essayer de montrer. Et donc cette systémique technoscientifique, elle fait que quand nous avons une éthique sectorielle, on a des angles morts. Et que c'est souvent dans ces angles morts que l'on va voir émerger des questions éthiques absolument redoutables qui vont venir, comme le dit mon ami Patrick Vivray, nous réinterpeller sur la conception même que l'on a de notre propre humanité. Patrick Vivray dit nous avons besoin de redescendre à la nappe phréatique et de décider ensemble, par la montée en autonomie de conscience, qu'est-ce que nous voulons faire de l'homme. C'est ça la grande nouveauté, si je puis dire. C'est nous avons à décider ensemble, à l'échelle mondiale, qu'est-ce que nous voulons faire de l'homme. Et donc, ce récit technoscientifique, évidemment, il démarre sur l'hyperpuissance digitale, l'hyperpuissance numérique, qu'on voit bien qui est le réacteur, le cœur du réacteur. Les gens qui ont quelques cheveux blancs comme moi j'ai travaillé sur les premières machines à 100 000 opérations par seconde, qu'on programmait avec des clés en hexadécimal, et j'étais devant ces machines et je disais « Où va le monde ?» Nous sommes aujourd'hui à 1000 milliards d'opérations par seconde. Le multicouche nous annonce plusieurs dizaines de milliards. Enfin, on est en gros au bout de la loi de Moore. Et on voit poindre avec la machine quantique, probablement ce qu'on appelle la loi de Rose, mais qui est complètement dénoncée par les scientifiques. Mais on voit bien qu'il y a des alternatives qui naissent, qui pourraient exploser les puissances. Et donc cette puissance digitale qui atteint des sommets, y compris en stockage, comme j'explique à mes professeurs, aujourd'hui on sort l'HVD, le graphique vidéodisque à 4 Tera,
4000 milliards de caractères. La bibliothèque François Mitterrand, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Paris, mais je pense les mêmes à Montréal, qui est une des plus grandes bibliothèques du monde. Une fois numérisée, indexée sémantiquement, c'est 110 Tera, et après compression, c'est 5 Tera. Ça veut dire que mes étudiants vont arriver à l'université avec dans leur sac la bibliothèque François Mitterrand. Alors, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en foutre d'ailleurs? C'est la question. Est-ce qu'ils vont avoir le langage d'ailleurs pour y accéder, à force de laisser les machines parler à notre place? Et donc on voit bien que cette bibliothèque François Mitterrand qui est là dans le... Et en plus ce n'est plus de l'accès lexical. On a complètement, les spécialistes le savent, quitté l'hypertexte où quelques mots sont en surbrillance et créés. Nous sommes dans l'analyse sémantique, c'est-à-dire que l'étudiant pourra envoyer des agents intelligents, réaliser des enquêtes, faire des notes de synthèse, déjà le cas en stratégie d'entreprise par exemple, hein, avec les systèmes d'aide à la stratégie. Donc on est sur des ruptures, sans parler des Google Glass par exemple. Alors ça a été un échec sur la première version, puisqu'ils envisageaient 500 millions en 2025 à peu près. Il y a eu l'échec du démarrage en Californie. Maintenant ils sont en train de revenir par le projet Aura et par les applications professionnelles. Et ça veut dire que les Google Glass, moi je peux imaginer mes étudiants, c'est déjà le cas aujourd'hui. Hein, la machinisation de l'homme, alors je suis un peu surpris, vous êtes monsieur est machinisé, mais je ne vois pas qui est machinisé et toi tu n'es pas machinisé. Mais moi, monsieur est machinisé, mais parce que moi, ou madame peut-être, parce que moi dans mes cours à Lille, au bout de 5 minutes, on m'interrompt tout de suite, on me dit mais monsieur, non, il n'est pas né en 1950, Václavitch, il est né en 51. Il faudrait vérifier vos sources, hein, je suis sur internet. Au bout de 10 minutes, je ne maîtrise plus rien d'ailleurs. Quand je cite un texte, il y en a qui me dit monsieur, je l'ai trouvé, vous voulez que je le lise? Et oh, ça va, c'est moi le prof. Hein. Et il y en a un autre dans la salle qui dit tu veux pas me passer le lien? Donc vous voyez que l'inversion de la présomption d'incompétence dont parle Michel Serres dans ses livres est en route, et avec les Google Glass, déjà je ne sais pas si ça vous arrive, si toi ça t'arrive de temps en temps d'être dans une conversation et les gens autour de la table parlent de Bourdieu et vous pensez que c'est un joueur du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire... Alors vous avez deux solutions, ou bien vous dites mais qui est ce type, et à ce moment-là vous passez pour une andouille, ou bien vous sortez votre iPhone parce que vous avez dit excusez-moi j'ai un mail urgent. Et sur la barre Google, vous tapez Bourdieu et vous revenez sur votre chevalier blanc de la culture en disant vous parlez de quoi déjà Bourdieu? Ah oui, qui ne connaît pas Bourdieu? D'ailleurs, il y a eu un colloque à Paris en 78, comment éviter Bourdieu, où les résultats ont été donnés. J'en dis, oh là, quelle culture! Vous imaginez une conversation entre mes étudiants, une métaconversation, où ils parlent du grand dialogue entre Bourdieu et Foucault, où il y en a un qui pensait que c'était un joueur de basket et l'autre un joueur du Paris Saint-Germain, une espèce de méta-conversation. Ça veut dire que la question qui va se poser à nous, universitaires, c'est pas tellement la question du comment transmettre, tout le monde est en train de se focaliser sur comment transmettre. Il y a les serious games, il y a les MOOC, les SPOC, tout ce que vous voulez. La question c'est quoi transmettre? Donc là, on est sur une rupture d'ordre épistémologique qui est assez profonde et qui est poussée par ce digital et du coup qui va interagir avec les trois grandes révolutions technoscientifiques de ce début de troisième millénaire, à savoir les nanosciences et les nanotechnologies qui vont avec. Moi j'ai dirigé l'ICEL, l'Institut supérieur de l'électronique numérique et des nanotechnologies. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je rappelle que nous sommes capables de manufacturer à l'échelle nanométrique, qui n'est pas la même chose que de faire de la biologie cellulaire ou de la chimie d'éprouvettes. Ça veut dire qu'on descend à l'échelle nanométrique et qu'on peut agencer des atomes, des molécules, fabriquer même des protéines, fabriquer même des chaînes protéines. Et là d'ailleurs, voilà l'exemple d'un roman de science-fictive. Ah, il y a un laboratoire américain qui a pu, on dit imprimer en 3D, excusez-moi, c'est pas tout à fait imprimé en 3D, mais avec le microscope à effet tunnel, a pu fabriquer un morceau de chaîne d'ADN. Et là, tout de suite, mes étudiants, puisque j'ai quelques groupes réflexifs, viennent me voir, disent « Voyez, monsieur, on sera capable, un jour, donc il y a déjà les deux, donc on sera capable, un jour, d'imprimer en 3D un gène, et donc de fabriquer un humain. Et avec l'utérus artificiel, vous vous rendez compte, l'extrême libération. Nous sommes venus d'une société ancestrale où les hommes et les femmes ne savaient pas qu'il y avait un lien entre le sexe et la procréation. Ensuite, on a appris qu'il y avait un lien entre le sexe et la procréation. Ensuite, il y a eu cette formidable libération où on a pu bénéficier du sexe sans la procréation. Oui, attendez, moi je fais partie de la libération. Vous savez, je suis un président recteur catho, mais un peu particulier. Vous allez vous en rendre compte. Moi, je viens du socialisme chrétien, donc voilà,
catholicisme social est très puissant dans le Nord, peut-être pas une chose que vous connaissez ici, mais nous, voilà, le catholicisme social existe. Bon, donc je reprends, sauf que vous n'allez pas mettre ça sur YouTube, envoyer au Vatican, parce que je vais te virer. Et donc, on est passé de la procréation, du sexe sans la procréation, nous sommes en train de passer à la procréation sans sexe, et peut-être, nous disent certains transhumanistes, à la procréation sans corps. Utérus artificiel, etc. Quelle bêtise que d'imaginer que dans la complexité de la fabrication d'un humain, dans la dimension des cordes, de ces interactions ondulatoires délocalisées que la physique quantique est en train de mettre en évidence, qu'il y aurait une simple interaction biochimique de quelques molécules qui fabriquerait un nouveau-né, alors qu'on sait que dans son reptilien, il a des choses ancestrales qui lui viennent des archétypes qui remontent à des milliers d'années. Et pourtant, cette conception se promène aujourd'hui, et notamment chez les transhumanistes. Cette espèce de destruction progressive du réel qui nous amène dans une forme de virtualité qui nous sort de cette réalité et nous amène à des formes de contexte complètement névrotique, hein, qui est ce passage de la pensée à l'univers magique. Et donc, les nanosciences et les nanotechnologies, les neurosciences et les neurotechnologies, là encore. Neurosciences, avec les IRM for Tesla, nous sommes capables d'aller très loin dans l'observation de ce qui se passe dans le cerveau humain. Avec, par exemple, les questions éthiques du neuromarketing. Avec les questions de... Moi, je travaille beaucoup avec Mary Delmas-Marty. On a appris probablement à peu près, au niveau mondial, à essayer de contrôler les armes de destruction massive. Comment va-t-on faire pour les armes d'influence massive? Exemple, Cambridge Analytica. Donc on voit bien que les neurosciences, les neurotechnologies, là aussi, nous ouvrent des univers absolument fabuleux, où nous avons l'opportunité de reconstruire et de construire un monde bien meilleur, et en même temps, évidemment, les outils d'une domination sans précédent par cette connaissance intime. Mais ce qui nous rassure aussi, c'est que les neuroscientifiques que j'ai pu rencontrer, là encore les vrais, disent que plus ils avancent dans la compréhension du cerveau, plus ils avancent dans la compréhension qu'il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas. C'est le principe même d'incomplétude, hein, plus on avance et plus au fond on se rend compte de toute l'infinité, de toute la mise en abîme de ce qu'on ne comprend pas. Et puis enfin la génétique et les biotechnologies. Et voyez bien, je pourrais passer beaucoup de temps, mais vous acheterez la transition fulgurante, ça permettra de le vendre encore un peu plus. Non, je vous rassure, j'ai cédé tous mes droits à mon université, hein, donc il n'y a pas d'enrichissement personnel dans cette page de publicité. Et donc, la génétique, voilà un exemple avec la génomique. Quand le docteur Dennis Lowe, je vais prendre juste cet exemple-là, mais je peux en prendre des milliers. Quand le docteur Dennis Lowe, Chinese Hospital of Hong Kong, met au point une technique qui permet, lorsque le fœtus, et je ne suis pas en train non plus de vous faire du prosélytisme anti-avortement, vraiment, soyons clairs, hein, voilà, mais est en train de prendre un fœtus qui a la taille d'une tête d'épingle, et par une simple prise de sang, alors que l'ADN du nouveau-né n'est pas complètement avéré. À cause des cellules circulantes ou grâce aux cellules circulantes qui circulent dans le sang de la mère, et en connaissance du gène du père et du gène de la mère, est capable de reconstituer informatiquement, et ça c'est la génomique, le séquençage de la partie codante du gène du futur nouveau-né, vous voyez tout de suite les problèmes éthiques que ça pose. Aujourd'hui, il faut faire du prélèvement liquide amniotique, c'est à 4 mois, c'est sur des populations à risque, là une simple prise de sang. Alors aujourd'hui, ça coûte très cher, hein, 3 000 $. La Suisse vient de légiférer là-dessus, tellement elle est inquiète de ça, parce que prise de sang, hop, identification du gène primaire, donc là il y a beaucoup des caractères, il n'y a pas tous les caractères, on parle de 15 à 20% des caractères, mais il y a une part importante des caractères, homme, femme, blond, couleur des yeux, un certain nombre de problèmes, notamment de handicap, etc. Et vous voyez, en même temps, c'est une merveilleuse nouvelle. Parce que là, on va avoir la possibilité probablement d'éviter des souffrances absolument horribles. Et en même temps, la question de qu'est-ce qu'on fait aux limites, hein, et les gens qui sont les plus inquiets que ça, c'est Jürgen Habermas, qui est loin d'être un catholique chrétien, c'est un agnostique philosophe école de Francfort, Jacques Testard, qui est le père du bébé éprouvette, etc. On dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir... qu'est-ce qu'ont fait les Suisses? Parce que les Suisses ont vu arriver ces techniques et disent qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont pris une loi, et là on voit bien qu'on rentre dans l'inconnaissable. La loi, elle dit, n'importe quel couple peut demander à avoir l'examen, c'est la surprise de sang,
Mais seul le médecin est habilité à donner les résultats avant 12 semaines, qui est le délai de l'avortement. Et la loi protège le médecin. D'accord ? Vous voyez un peu ce retournement, ça c'est le médecin qui va avoir les résultats et qui va décider s'il donne les résultats ou pas aux parents, avant 12 semaines. Et ensuite, c'est lui encore qui le décide, d'ailleurs aussi après 12 semaines, mais le seuil à 12 semaines lui donne un certain nombre de guidelines. Donc vous voyez, ces questions complètement nouvelles qui se présentent à nous, et je ne prends qu'un exemple, je pourrais en prendre des centaines. Et au milieu de ces interactions entre l'hyperpuissance digitale et ces révolutions technoscientifiques, vous avez l'émergence nouvelle, le réveil de l'intelligence artificielle. Je parle d'un réveil parce que moi, au début de ma carrière, je travaillais sur la modélisation de réseaux, et à l'époque, on travaillait déjà sur les modèles, ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, et puis également, on travaillait beaucoup sur ce qu'on appelait les systèmes experts. D'ailleurs, les plus anciens parmi vous se souviennent de cette époque où des articles s'écrivaient sur le fait que l'expertise allait se démocratiser, que l'Afrique allait se développer grâce à ça, parce qu'on allait venir, les cogniticiens allaient venir chercher l'expertise cognitive qu'il y avait dans les cerveaux et développer des systèmes experts qui, par les réseaux, démocratiseraient l'expertise et qui, du coup, ne seraient plus un frein au développement. L'expertise serait démocratisée de façon quasiment gratuite. Bon, évidemment, on a vu les problèmes auxquels on a été confrontés. C'est quand même une mise en sommeil qui a duré presque 20 ans, cette affaire-là. Et puis, on voit aujourd'hui un redémarrage, essentiellement, évidemment, dû à la nouvelle puissance des calculateurs, et puis surtout, dû au volume de données absolument considérable qu'on a besoin de traiter, et où les algorithmes classiques, qu'on appelle les algorithmes supervisés, ne permettent pas de traiter une telle masse de données. Donc, on est obligé de rentrer dans ce qu'on appelle la programmation non supervisée, le deep learning. Alors là encore, avec tous les fantasmes, ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis allé voir beaucoup des centres de recherche sur le deep learning. Alors en même temps, il y a des choses fabuleuses qu'on est capable de faire. Il y a des trucs où on dit, oh là là, ça va beaucoup plus vite qu'on ne croit. Et en même temps, évidemment, on arrive très vite à des limites. Mais ça produit des extrapolations du genre, grâce au deep learning, moi j'ai entendu quelqu'un disant, nous allons pouvoir faire enfin la première machine dont l'existence primera l'essence. C'est-à-dire, en gros, on dit, on va faire des machines existentielles. C'est Sartre qui disait que chez l'homme, l'essence prime, l'existence prime l'essence. Alors c'est ce que c'est que l'essence, en gros, au sens aristotélicien. Si cette fourchette-là, sa conception a été prévue pour que ce soit une fourchette. Et donc pendant toute sa vie, même si je peux l'utiliser pour piquer mon ami, ça restera une fourchette. Donc son essence prime son existence. Alors qu'un être humain, il est certes, il a une essence génétique, sociale, etc., mais il a cette capacité de l'inédit, c'est-à-dire il a l'existence qui va au fond le construire, dont il va apprendre, dont il va se développer, etc. Et donc on commence à dire qu'il pourrait y avoir des machines dont l'essence serait minimale, c'est une espèce de noyau de base qui la rend apprenante, et au fond c'est l'expérience qui la rendrait apprenante. Et on voit ça dans les Google Cars, enfin dans les voitures autonomes, etc., se développer. Et du coup, là encore, tout un fantasme se développe en disant on aura demain des machines apprenantes qui, comme elles sont plus rapides, en tous les cas en termes de process, vont complètement supplanter l'homme. Ça, c'est Nick Bostrom, c'est le fameux point singulier dont nous parle l'université de la singularité, avec ce basculement imaginé. C'est pur fantasme. Quand vous discutez avec les vrais scientifiques, très vite ils disent peut-être. Car peut-être qu'on se trouvera face à des verrous qu'on n'arrivera pas à dépasser. Ce n'était pas la première fois dans l'histoire des sciences. Je ferai juste remarquer, et ça c'est Edgar Morin qui le fait, que dans tous ces secteurs-là, tous les grands dualismes sont en train de s'effondrer. Sur les 30 dernières années, tous les grands dualismes se sont effondrés. Par exemple, quand vous allez dans les années 80 sur les revues de génétique, on vous disait il y a une dualité chromosome, programme, commande, soma, cellule. Et donc on en déduisait, j'ai retrouvé un article qui est paru dans l'Express début des années 80, où des généticiens de renom, donc pas des comiques troupiers de la science, disaient lorsque nous aurons séquencé le génome humain, ils annonçaient d'ailleurs 2050 et on a à peu près terminé en 2003 parce qu'ils n'ont pas vu l'accélération liée justement à la puissance numérique, eh bien on aura vaincu le cancer. Et quand ils ont vu qu'on allait pouvoir séquencer assez rapidement, il y en a commencé à annoncer la victoire définitive contre le cancer au tout début des années 2000. On voit où on en est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un dualisme qui s'est effondré, c'est l'idée au fond qu'on était en commande-contrôle.
Et on se rend compte que la cellule elle-même est une circularité extrêmement complexe, qu'il y a des interactions avec le rôle des télomères. Avec l'épigénétique, on est en train de découvrir qu'il y a y compris des interactions entre le psyché et le soma et le gène. Alors pas le gène primaire, hein, mais en tous les cas, parce qu'on a appelé le gène poubelle, ce gène non codant, où sont les codes correcteurs d'erreur, on s'aperçoit qu'il y a cette complexité extrêmement forte. Pareil dans la relation tête-corps. Toute la médecine moderne a été structurée autour de l'idée que la tête commande, le corps exécute. On a eu une approche de la santé en disant, ben voilà, les cellules, vous savez combien il y a de cellules dans le corps humain, hein? C'est important de le savoir, on est au l'ordre de 50 000 milliards. Et donc, les cellules sont agrégées en organes. Et donc, les organes, on les a identifiés, le cœur, le foie, on leur a donné des fonctions. Puis on a dit, il y a des réseaux, les grands réseaux, réseau sanguin, réseau neurolymphatique, réseau nerveux. Donc, on s'est dit, une fois qu'on aura compris la machine, on va pouvoir avancer en médecine. Et patatras, on se rend compte qu'on a des petits blocs de neurones qui, ces cons, sont en train de discuter avec des bactéries du microbiote intestinal. On est en train de découvrir que les globules rouges ont un système de communication. On est même en train de découvrir que ces andouilles d'arbres communiquent. Hein, vous avez vu le résultat du laboratoire italien qui a démontré qu'il y a un arbre en front de forêt. Lorsqu'il est attaqué lorsqu'il y a un risque qui est couru, ils ont trouvé un arbre qui avait 180 codes. C'est-à-dire qu'il émettait dans l'atmosphère des espèces de phéromones, et que ces codes-là permettaient aux autres arbres d'être alertés sur le fait qu'il y avait cette attaque-là et de commencer à se prémunir par des sécrétions, etc. Donc la descente au niveau nanométrique nous ouvre un abîme d'interaction et de complexité. Or, ce que je dis souvent à mes étudiants, faites attention quand vous dites « Monsieur, il y a un laboratoire », on dit toujours un laboratoire américain, ça fait bien dire « Il y a un laboratoire américain ». Alors, c'est un laboratoire américain, alors respect, hein, respect. Il y a un laboratoire américain qui a réussi à prolonger la vie d'une cellule humaine par une intervention purement biochimique. Jusque-là, ça va, c'est dans Nature. Bon, quand même pas contester Nature. Mais c'est là où ça se complique. Donc, monsieur, nous serons capables de prolonger éternellement la vie humaine, puisque le corps humain, c'est un ensemble de cellules. Attendez, cher ami, s'il y a des interactions entre chaque cellule, c'est factoriel 30 000 milliards, hein, le nombre d'interactions. D'accord ? L'appréhender par un système numérique de codage, c'est l'ensemble des atomes du système solaire. Hein. Voilà. Donc, cette complexité avec la fin des dualismes nous explose à la figure en même temps, et malgré tout nous amène à deux grands récits, que l'on voit poindre sous nos yeux progressivement, qui deviennent d'ailleurs des récits incontournables. Hein, c'est-à-dire comment vous faites aujourd'hui, si j'étais un adepte de Gérard Métayer, je ne sais pas si tu te souviens de Gérard Métayer, qui est un sociologue canadien, qui avait écrit La Société malade de ses communications. Il disait une chose très intéressante, il disait que le premier homme qui a eu le téléphone sur la Terre, c'était pas très intéressant pour lui. Bah, il faut le reconnaître. C'est une vérité scientifique, ça méritait des années de recherche. Non, ce qu'il montrait en fait, c'était comment les systèmes de communication se développent évidemment et créent des formes d'entropie de fonctionnement qui font qu'ils transforment la société et qui fait que du coup après la société ne peut plus s'en passer. Mes parents ont vécu sans téléphone très bien. Aujourd'hui c'est impossible de vivre sans téléphone. Vous imaginez, vous voulez organiser un ciné-resto avec des copains sans téléphone? Vous écrivez, je vous propose le 14 juillet, le 13 juillet pour faire un ciné-resto. L'autre vous répond, je ne peux pas le 13, je pourrais le 18. Enfin, essayez de faire un doodle par la poste, vous verrez un peu le... Et donc, cette machinisation de l'homme, elle progresse. Et ce que nous dit Michel Serres, c'est qu'elle est en train de passer d'une machinisation exogène. Hein, même les Google Glass, à la limite, même c'est les premières versions que j'ai eu la chance d'essayer, ou même les nouvelles versions Aura dans le champ professionnel, ça se voit quand même un peu. Hein, que c'est des Google Glass. Mais on voit que petit à petit, la Google Glass, elle commence à se rapprocher. C'est moins visible que vous avez vos Google Glass par rapport à votre tablette ou votre téléphone portable. Or, les Google Glass, c'est du temps réel. Je suis perdu dans une conversation, je suis perdu dans la rue. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accidents à Paris par des gens qui regardent leur GPS et qui se tapent les poteaux, etc. Ça génère de l'emploi chez les infirmières, enfin, c'est formidable. Et donc, demain, avec les Google Glass, avec l'écran de l'iPhone, enfin, pas tout à fait de l'Android, mais l'écran de l'iPhone en face de l'œil directeur, c'est du temps réel. Je suis perdu dans une conversation. Moi-même, je raconte toujours qu'il y a eu un événement majeur dans ma vie qui m'a vraiment profondément bouleversé il y a à peu près 2 mois. J'ai appris à désosser une volaille. Hein ?
Attendez, dans ma vie, c'est important de savoir désosser une volaille. Et donc, vous riez, mais essayez de désosser une volaille. Donc on désosse complètement une volaille et on la reconstitue. Je ne suis pas allé voir un maître, j'ai posé sur ma tablette, il y a un progiciel basé sur une forme de serious game qui vous apprend à désosser une volaille. J'ai sacrifié 12 pintades, maintenant je sais désosser une volaille. Donc ça veut dire que demain, tous les apprentissages, on nous rabat les oreilles sur les apprentissages techniques, cognitifs, etc. Quand Partners annonce la fin des écoles et des universités en 2025, d'ailleurs je disais, je leur ai écrit un mail en disant est-ce que ça sera en juin ou en juillet pour qu'on puisse se préparer, hein. Au fond, ils sont dans cette idée qui est juste, c'est la conclusion qui est fausse. Que évidemment, avec la gamification, avec pas la gamification, en tous les cas le serious gaming, avec les MOOC, les SPOC, enfin les techniques extrêmement avancées aujourd'hui, la représentation, la réalité virtuelle 3D, etc., nous allons avoir des processus pédagogiques d'apprentissage cognitif formel qui seront, je vous assure, plus efficaces sur la cognition formelle qu'un prof qui a une pédagogie tout à fait relative, etc. Sauf que ce que ne remplacera jamais la machine, c'est le processus d'éducation. C'est-à-dire comment tout ça donne sens dans ma vie, dans le contact, dans le fait que je peux toucher David, et lui aussi théoriquement, ne vous inquiétez pas. Toute cette altérité réelle et physique qui est la base même. Je veux dire, ici, vous êtes une communauté dans le Digicode. Qu'est-ce que vous foutez là ? Avec les systèmes à distance, vous n'avez qu'à rester chez vous. Faites du Skype, pardon. Et donc vous voyez bien que le fait que vous êtes colocalisés, que vous êtes ensemble, que vous bouffez ensemble, que vous innovez ensemble, que vous vous brocardez, que vous échouez ensemble, il y a cette dimension-là de notre humanité qui, elle, est incompressible, irréductible par la technologie. Ça ne sera jamais la même chose. Et surtout, si vous connaissiez mon épouse, d'être conduite par ma femme et d'être conduite par ma Google Car. Ça ne sera jamais la même chose. D'être soigné par un médecin physique et d'être soigné par un humanoïde aussi performant soit-il. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse. En Belgique, je ne sais pas si c'est le cas ici, il y a une expérimentation qui est menée chez un ensemble de médecins, qui est un système très avancé, ce n'est pas du QCM, hein, c'est un système d'agents intelligents. Lorsque vous êtes dans la salle d'attente du médecin, on vous donne cette tablette et vous discutez avec elle. C'est formidable de discuter avec une tablette. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, moi, mon rêve, c'est d'être marié avec une machine à laver, si vous voulez. Et donc, je peux te raconter, on était à Zermatt avec mon ami Vergely, et il y avait, comme Bensoussan, qui est l'avocat qui développe au niveau européen l'idée de donner une personnalité morale aux robots et un droit des robots. Et à un moment, il avait attaqué mon ami Vergely, et pendant tout le reste de la table ronde, Vergely l'a appelé l'avocat des machines à laver. Moi, je me faisais tout petit. Bon, et donc, pour revenir à ça, on voit bien, du coup, je ne sais plus où j'en étais, je parlais de quoi ? De cette expérimentation en Belgique. Oui, voilà. Et donc, pourquoi vous êtes là ? J'ai de la fièvre, combien ? Est-ce que vous voulez prendre le petit capteur à côté de vous qui permet de prendre votre température ? Oui. Votre tension, est-ce que vous voulez bien mettre votre doigt dans le... Oui, bon, très bien, etc. Puis, c'est assez agréable, hein. Il est connecté à votre dossier médical. Tiens, vous aviez un peu de diabète, votre dernière prise de sang. Et puis, une fois qu'il a fini ça, il rentre dans le cabinet du médecin, et le médecin a un grand écran. Il montre d'ailleurs l'écran au patient, et il dit que c'est un écran marqué écran de pré-diagnostic. Il vérifie 2-3 trucs et il dit, c'était mon directeur de cabinet hein, qui était dans cette expérience, il lui dit, voilà, c'est pas grave. Il appuie sur print, pouf, il sort l'ordonnance, les quelques examens à faire, il dit, c'est une gastro, on va vérifier 2 trucs, mais c'est rien. Et puis il ajoute, grâce à ce truc-là, c'est incroyable, j'ai réussi à réduire à 5 minutes la durée moyenne des consultations. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent, j'ai réussi à réduire à 5 minutes la dimension technique. Et si maintenant on parlait de la dimension holistique, de votre santé, qu'on discute un peu ensemble de comment va votre vie, en quoi on peut regarder un peu, parce qu'on sait que la santé a une dimension profondément holistique. J'y reviendrai tout à l'heure dans ma conclusion. Est-ce qu'on est sûr que l'économie libérale, qui a repoussé dans les périphéries le problème des valeurs, de l'éthique, voire de la morale, va pouvoir organiser par un marché qui a confondu le prix et la valeur, le fait qu'on affecte de la valeur à cette dimension de l'altérité vraie. Est-ce qu'il y aura une médecine pour les pauvres qui durera 5 minutes exercée par les humanoïdes et une médecine pour les riches
où on aura le droit à cet échange humanisé, irremplaçable. J'ai vu des maisons de retraite hein, ou des personnes âgées dépendantes sans soignants, alors qui sont des prototypes scénarisés, hein, parce qu'on n'est pas encore capable de faire, avec des humanoïdes hein, qui lèvent les personnes, les aident pour la toilette, leur distribuent les médicaments, etc. Et avec des personnes dans les expériences qui disent moi je préfère avoir affaire à l'humanoïde, hein. Il est plus sympathique que l'aide-soignante, hein. Il est d'humeur égale, il ne se fâche jamais, etc. Quelle est la part d'irréductible que nos économies vont affecter à la dimension de l'altérité et de l'altérité humaine? Et qu'est-ce qui est en train d'être conduit dans toute cette symbolique qui nous isole de cette altérité? Une jeune fille hier soir à HEC Montréal, après l'intervention de David, où David explique qu'il y a notamment une militante du droit pour chacun de disposer comme il le souhaite de son corps. Je ne parle pas de l'euthanasie, un peu plus largement que ça. Une jeune fille donc, qui s'est fait amputer d'une jambe pour se faire mettre une jambe bioélectronique pour pouvoir courir plus vite et expérimenter, etc. Donc le droit de faire ce que je veux de mon corps. Donc nous avons évidemment contesté ce droit. Cette jeune fille vient me voir à la fin, mais dit mais de quel droit vous contestez ce droit? J'ai bien le droit de faire ce que je veux de mon corps. Et je la regarde et je lui dis mais dans ce cas-là, ça veut dire que je n'ai aucune importance pour vous? Parce que si vous faites ce que vous voulez de votre corps, ça veut dire que dans l'interrelation que vous allez générer avec moi, qui est une relation qui est aussi corporalisée, qui est aussi liée à nos présences, j'allais dire corps à corps, sans connotation évidemment sexuelle, mais voilà, cette altérité complète. Le fait de dire je fais ce que je veux, c'est quoi le message que vous envoyez? C'est que j'ai rien à foutre. Moi je fais ce que je veux, une forme d'isolation, d'extraction du réel qui fait que je me pense moi-même autonome et seulement moi-même autonome, et je ne me pense pas comme étant au cœur d'une interrelation, au cœur de ce que Lévinas appelle l'infinie transcendance du visage de l'autre, de cette altérité vraie, qui fait que je suis aussi responsable de ce que je génère dans ma relation à l'autre. Hein? Et donc la machinisation de l'homme, ça va être tout ce mouvement, et de plus en plus endogène, avec y compris les fameuses lentilles Google, avec l'armée, hein, on verra ça aussi, ça te permettra d'aller plus vite là-dessus. Et puis la contraposée, l'humanisation des machines. C'est ce dont je viens de parler, c'est-à-dire des machines de plus en plus humanisées, langagières, etc. Eh bien, on pourrait dire au fond, et c'est une définition, je ne trouve pas inintéressante du transhumanisme, que les transhumanismes, eh bien, au fond, c'est la convergence des deux. C'est l'idée qu'on pourrait progressivement aller vers un transhumain qui serait à la fois fait de chair et de technologie, avec une certaine forme de convergence entre l'enrichissement humain des machines et l'enrichissement machine des humains. On pourrait définir ça comme étant une espèce de cible, de perspective qui serait au fond de ces idéologies ou de ces visions transhumanistes. Je vais aller très vite sur les autres récits et je passerai rapidement la main à David. Il y a un deuxième récit qui n'est pas sans lien avec le récit transhumaniste, on le voit d'ailleurs plutôt dans les post-humanistes que dans les transhumanistes. C'est cette idée qu'il y a un effondrement de la pyramide. L'entrée dans la complexité fait que on sort de ces schémas qui ont très concrètement, je dirais, structuré notre mental partout, dans les entreprises, avec les organigrammes. Hein. Il y a un chef, il y a des sous-chefs, il y a des services, etc. Dans l'informatique, client-serveur, commande-contrôle, hein, ou dans les flux. Et on voit ce basculement qui est une rupture épistémologique dans ce mode maillé coopératif qui lui est propre à la complexité. Parce que la complication est réductible. Vous prenez un Airbus, vous dites, bon, bah alors, j'ai le moteur et j'ai la carlingue, dans le moteur, j'ai la propulsion, j'ai le truc, et vous descendez, et quand vous arrivez en bas, vous avez un élément extrêmement simple que vous pouvez maîtriser. Maîtriser, c'est pareil pour le travail. Le taylorisme, ce n'est rien d'autre que la séparation et division dans un algorithme arborescent pour arriver au poste de travail élémentaire qui fait la tâche. Donc ce modèle-là, arborescent, on le voit partout et il a structuré toutes nos sociétés.
Hein, toutes nos sociétés, principalement depuis le siècle des Lumières, et puis après l'ère industrielle, mais il a structuré y compris nos sociétés et même notre façon de penser. Le réductionnisme cartésien, et au fait, je découpe en éléments simples, hein, avec ce théorème qui est particulièrement faux, qu'on m'a appris à l'école, qu'un ensemble est égal à la somme de ses parties. Hein, ça oublie juste les interactions. Alors que quand vous rentrez dans ce modèle-là, vous êtes dans ce qu'on appelle le mode maillé coopératif, c'est-à-dire que vous êtes dans un mode d'alliance. Je rappelle qu'ici, vous mettez un parfait imbécile à la tête d'une entreprise, il peut faire des dégâts considérables, parce que son statut prime le lien. Les sociologues disent, là nous sommes dans une société où le nœud prime le lien. Là, vous entrez dans une société du lien. C'est le lien qui prime le nœud. Si vous voulez avoir de l'influence sur un marché maillé coopératif, ce n'est pas votre statut, ce n'est pas vos gros bras, c'est votre capacité à nouer des réseaux d'alliance et à les préserver qui vont faire que vous allez être influent. Et ça, c'est une rupture, c'est un changement épistémologique profond qu'on va trouver un peu dans tous les domaines. Et ce qui est poussé très loin par les post-humanistes, puisque vous avez vu que ça va très loin, puisque il y a un groupe de grands chefs d'entreprise qui sont en train d'agir pour obtenir un territoire dans lequel il n'y aurait plus aucune pyramide, autorité légale, d'État, etc., où tout serait communautaire, libertarien, maillé et coopératif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de régulation par la procédure et par le haut. Dans un système comme celui-là, le droit et l'éthique du droit priment l'organisation réelle de la vie des gens. Dans un système comme celui-là, c'est un système complètement désintermédié. C'est les interactions au sein de la communauté qui vont définir le comportement collectif en dehors d'une pyramide du droit, c'est-à-dire des choses qui s'imposent. Dans une entreprise, on parlerait des procédures, des règles d'organisation. Hein ? Et donc on voit bien que ça aussi va constituer le terrain du développement des transhumanismes, et y compris du post-humanisme. Alors évidemment, avec un certain nombre de questions, j'en parlais tout à l'heure, vous savez que voilà, c'est Langdon Morris à Berkeley qui parlait beaucoup des nuages des tourneaux. Est-ce que l'humanité est en train de devenir un immense nuage des tourneaux? Il faut reconnaître quand même qu'il n'y a pas plus idiot qu'un des tourneaux, mais que l'accident des tourneaux est plutôt rare. C'est pas courant de se promener dans la rue, de prendre un tourneau sur la tronche, et il y a eu un accident des tourneaux. Pourtant, ils font des choses absolument faramineuses, fabuleuses. Il y a une intelligence collective absolument extraordinaire qui est là. Et moi, j'ai toujours été passionné par cette éthologie animale. D'ailleurs, si je peux prendre... il faut vraiment que j'accélère pour que David puisse intervenir, mais si je peux prendre une minute, il y a un exercice que je fais souvent faire, que là on n'aura pas le temps de faire, mais que vous pouvez faire un jour si vous voulez prendre conscience avec le corps de ce qui est en train de se transformer dans le monde. Vous êtes par table là, je vais juste vous poser un petit problème, mais je vous laisserai que 2 minutes pour le résoudre, hein, d'accord? Parce qu'en fait, vous allez voir, c'est assez compliqué. Donc on est là, je sais pas, une quarantaine. Hein. Vous imaginez un rectangle avec 40 points au hasard. D'accord? Donc un point est caractérisé par x, y. Même pour ceux qui ont fait lettres et sciences humaines, ils peuvent comprendre x et y. Hein? Donc vous avez 40 points x, y. On va prendre les points un par un. On prend un premier point et on va tirer au sort 2 autres points parmi les 39 qui restent que l'on va lui associer formellement. On va dire à ce point-là, il est associé avec celui-là. Puis après, on va passer au point suivant et on va tirer au sort à nouveau 2 autres points. Sans retrait. C'est-à-dire qu'un point peut être tiré au sort plusieurs fois. Après, on passe au 3e point, on tire 2 autres points, ça. Et on fait ça 40 fois. Vous imaginez? Donc chaque point est associé à 2. Et je vais vous demander, comme il y a des cerveaux parmi vous, je suppose extrêmement puissants, d'essayer de bâtir un algorithme qui fait que le plus rapidement possible, avec une entropie minimum, c'est-à-dire une entropie de mouvement, parce qu'il y a de l'énergie de mouvement, avec des mouvements minimums, on obtient une figure où chaque point est à la tête d'un triangle isocèle avec les 2 autres points qui lui sont associés. Je vous assure que vous pouvez mettre les plus grands cerveaux autour d'une table, c'est l'un des problèmes les plus compliqués de la recherche opérationnelle. Il y en a qui me font des chaînes de Markov, etc. Très compliqué, puisqu'il faut que chaque point soit à la tête d'un triangle isocèle avec les 2 autres points. Mais sauf que si le point, je l'ai fait, après lui, le point, il doit être aussi à la tête d'un triangle isocèle avec les 2 autres, et ainsi de suite. Donc c'est un système, c'est une interaction systémique extrêmement complexe, qu'il est très très compliqué de modéliser. Ensuite, vous dites aux personnes, on pourrait le faire ici, levez-vous. Mettez-vous dans le désordre dans cette salle, et chacun avec ses yeux va sélectionner 2 personnes auxquelles il va s'associer formellement. Par exemple, moi je vais m'associer avec madame ou mademoiselle, et puis monsieur. Et puis vous allez associer avec lui et lui. Et une fois que c'est fini, vous déclenchez le chrono et vous dites, vous bougez tous
pour faire en sorte que vous soyez à la tête d'un triangle isocèle avec les deux personnes que vous avez sélectionnées. La convergence dure en moyenne 1 minute 30. Vous pouvez faire l'exercice, hein, 1 minute 30. C'est-à-dire que nous sommes capables de résoudre en 1 minute 30, dans une logique d'interaction maillée coopérative impliquant la tête, le cœur et le corps, ce que les plus puissants cerveaux ne peuvent résoudre en 10 ou 15 heures de travail à partir d'une algorithmique qui consiste à tenter de modéliser le système dans lequel on est. Et donc c'est ça la grande transformation que nous sommes en train de vivre. Le monde est en train de soloptiser. Le récit socio-économique, pour terminer, c'est Walter Lippmann qui disait en 1937 « Le genre de révolution qui rendrait périmée l'économie marchande serait une série d'inventions permettant aux hommes, par leur effort individuel et sans avoir besoin de personne, d'obtenir un niveau de vie meilleur que celui auquel ils aspirent maintenant. » Quel visionnaire! Quand je vois, on a installé à la Cato de Lille le plus grand tech shop d'Europe, ou quand vous allez voir les grands tech shops Stanford ou ailleurs, comment cet effondrement des coûts fixes et cette polyvalence augmentée des robots à l'échelle locale amènent de plus en plus de gens à être dans le do-it-yourself. 2,5 millions de makers aux États-Unis, avec des communautés de résilience économique qui commencent à ne plus être seulement que des signaux faibles, qui commencent à sortir du système. Ça, c'est la contre-culture américaine, qui sortent du système, qui ont des boulots minimum pour avoir juste de quoi vivre ou survivre ou payer les taxes, et le reste, ils le fabriquent, ils l'échangent. Et ils le fabriquent non pas avec seulement des marteaux et des clous, imprimante 3D, machine à ajout de matière, etc., etc. Et donc on voit bien que ce que Edmund Phelps, le prix Nobel d'économie, nous a dit est en train de se réaliser sous nos yeux, et c'est un des terrains de jeu aussi des visées transhumanistes, c'est le passage de l'efficacité productive à l'intensité créative, et moi j'ajoute relationnelle. Il faut être assez culotté pour ajouter quelque chose à un prix Nobel. Ce que nous dit Edmund Phelps, c'est que pendant 2 millions d'années, la valeur ajoutée dominante humaine, c'était la force et l'habileté. Un chasseur-cueilleur, il y a 10 000 ans, ne pouvait pas nourrir sa famille s'il n'avait pas la force et l'habileté. On a délégué de plus en plus, on a utilisé de plus en plus la force de l'animal, la force de la vapeur, de la machine, puis du robot. Et on a vu le déplacement de la valeur ajoutée se faire assez récemment vers l'ingéniosité et l'intelligence. Et on va dire l'intelligence cognitive, l'intelligence formelle, l'intelligence algorithmique, qu'on a plutôt affecté au cerveau gauche. Les neurosciences ont montré que c'était plus compliqué que ça, mais malgré tout, voilà, au cerveau gauche. Sauf que là, on est sur un choc de productivité dans le tertiaire, probablement sans précédent, dont on ne dit pas d'ailleurs, même Davos n'ose pas nous dire l'ampleur. Et donc on voit ce déplacement au nom du principe de différenciation vers la créativité et l'innovation, qui devient un facteur de différenciation. Et on voit bien que dans la gaussienne de la valeur, et moi, ce qui me surprend dans tout le travail que je fais avec des entreprises, c'est de voir que toutes les entreprises y passent. Avant, on me disait non, mais ça concerne les entreprises créatives. Les banques me disaient, nous, on n'est pas concernés. Boum, arrivent les blockchains, crowdfunding, les nouvelles formes de désintermédiation de la relation à la création de capitaux, etc. Et ils se disent, mais quel est ce processus qui nous concerne aussi? Comment stimuler la créativité pour offrir une alternative à ce qui est tout simplement la disparition des banques. Hein, puisqu'avec les banques à distance, etc., avec la dématérialisation de l'intermédiaire, le bout du processus, on le connaît, il n'y a plus de banque. Il n'y a plus qu'un processus sans sujet qui gère vos réalités bancaires. Et donc, on voit la place prise par cette créativité, cette innovation. Mais sauf qu'on commet une grande erreur. Excusez-moi, notamment en France, j'espère qu'ici vous ne la commettez pas, c'est le fantasme de la réindustrialisation à la grand-papa. Il y en a qui disent on va réindustrialiser. Oui, on va réindustrialiser, oui. Mais on va créer beaucoup d'emplois de robots, ça c'est sûr. L'usine 4.0, on peut la réindustrialiser, vous savez, elle ne génère pas des tonnes d'emplois. Et les emplois déduits de cette robotisation, Schumpeter, pour moi, est à peu près mort. La destruction créatrice, à partir du moment où des robots vont fabriquer des robots et ainsi de suite, voilà, peut-être une petite période et encore. Donc il va falloir qu'on apprenne à passer à autre chose, avec une deuxième aussi réalité, c'est que l'économie matérielle, si je vous vends cette boîte de 7-Up, une fois que vous l'avez, je ne l'ai plus. Et si on crée ensemble, à la sortie, on est plus riches tous les deux. Donc l'économie de la créativité, l'économie de l'innovation, c'est une économie sommative, qui ne répond donc pas aux critères de l'économie
matérielle telle qu'on l'a connue. Hein. Et donc la question qui va se poser pour moi, et ça va faire tout de suite le lien avec ce que va nous raconter David, c'est comment nos sociétés vont affecter de la valeur à cette part d'irréductible dans la relation. C'est-à-dire que jusqu'où poussera-t-on la substitution du geste humain par le geste de la machine? Jusqu'où ira-t-on? Jusqu'à quelle limite? J'ai eu l'exemple de mon médecin, mais je pourrais vous parler de la justice prédictive. En France, certaines personnes qui travaillent sur la justice prédictive annoncent 80% des actes juridiques réalisés par des machines. Et je continue à former des milliers de juristes. Hein? Et déjà, le divorce en France est possible sur Internet. Simplement, il faut l'intervention finale d'un avocat, mais on ne sait pas encore pour combien de temps. Tous les conflits de voisinage, etc., seront gérés par de la justice prédictive, c'est-à-dire par des robots qui feront des analyses sémantiques de votre conflit et qui feront des prédictions sur la jurisprudence selon l'endroit où vous allez aller en justice. Et si vous décidez de tomber d'accord, hop, c'est acté dans un blockchain, donc c'est un acte irréversible, et il n'y a aucune intervention humaine. Donc vous avez une chosification. Or, pour ceux qui ont fait du droit parmi vous, vous savez que le droit, pourquoi on a confié le droit aux humains? Parce que les textes du droit, c'est un processus sans sujet, puisqu'il crée des catégories. Il dit il y a des acteurs, il y a des voleurs, il y a des victimes, avec tel. Mais c'est indépendant de la personne qui est elle-même la victime ou le voleur. C'est vraiment un processus sans sujet. À quoi sert l'avocat et le juge? À éclairer la réalité de ce qui s'est passé, le réel des faits, à éclairer les textes de loi de cette réalité-là. Que la victime, c'est pas n'importe qui, c'est Jean-François, ou que l'agresseur, c'est pas n'importe qui, qu'il a son histoire, qu'il a son passé. Donc vous voyez ce dégagement du réel et cette déshumanisation, en quelque sorte, par la machine. Et donc la question qui va se poser à nous, et je vais tout de suite céder la parole à David, derrière le transhumanisme, mais au-delà du transhumanisme, pourquoi on parle du transhumanisme? Parce que pour moi, et pour nous, c'est une formidable occasion, parce que le transhumanisme pousse à l'extrême, pousse aux limites, ce que nous sommes tous en train de faire, moi y compris dans mon université, au travers de l'innovation technologique, des chercheurs en intelligence artificielle, etc., en le poussant aux limites, ça nous renvoie à un appel à la vigilance, non pas un appel à mettre les bras dans le lit, à rien faire. Je suis un technophile convaincu, je crois qu'il y a des opportunités extraordinaires de faire des choses magnifiques, des choses qui sont au contraire responsabilisantes, des choses qui sont humanisantes. On peut faire de la technologie humanisante, on a les bases pour faire ça. Et donc l'intérêt de pousser vers le transhumanisme, de pousser aux limites, c'est déguiser notre vigilance, aiguiser, D', c'est déguiser notre vigilance sur ce que nous sommes en train de faire ici et maintenant, de façon très, très concrète et pragmatique. Et donc avec cette question, que sera l'économie? Qu'est-ce que nous voulons comme économie de l'altérité et du sens? Et cette question-là, elle va se poser à chacune et chacun d'entre nous, parce que la différence avec le monde d'avant, ce ne sont plus les États et la loi qui vont être seuls capables de le définir. Nous allons devoir monter en autonomie de conscience sur ces sujets. Je te passe la main, David. Merci. Merci. Merci, Pierre. Donc moi, je vais me focaliser davantage, plus directement sur le transhumanisme. En fait, on a raison de parler plutôt des transhumanismes, même s'il y a des points communs à tous les transhumanistes. Il y a une constellation d'auteurs, de théories, de publications. La littérature transhumaniste sur laquelle nous travaillons au sein de notre chaire éthique et transhumanisme est très vaste. Je n'aurai pas l'occasion d'entrer dans ces détails, mais il vaut mieux parler des transhumanismes. Comme l'a dit Pierre, dans les médias en France, en tout cas depuis 2-3 ans, il y a énormément de publications dans des magazines de vulgarisation scientifique destinés au grand public qui traitent, qui constituent des dossiers sur le sujet pour informer la population de ce qu'est le transhumanisme. Mais généralement, c'est souvent le transhumanisme dont il est question et on entre peu dans un raffinement et dans une prise en considération des nuances. Ce que nous faisons dans notre chaire, c'est de sensibiliser le public sur les désaccords des transhumanistes entre eux, sur le fait qu'il y a l'unité du courant est très questionnable et il y a beaucoup de questions, de problèmes qui se posent. D'ailleurs, avec les chercheurs avec lesquels je travaille, on se demande encore ce qu'est ce courant.
Est-ce que c'est une philosophie cohérente? J'ai un collègue qui me dit assez régulièrement, mais sur quoi est-ce qu'on travaille? Là, ce n'est pas un objet philosophique, le transhumanisme, c'est un argument marketing, ou c'est un récit de science-fiction, ou bien c'est une nouvelle spiritualité, c'est une forme de mysticisme séculier, c'est une idéologie, mais ce n'est pas un objet philosophique. Mais peut-être que c'en est un, moi je pense que c'en est un dans une certaine mesure, mais on a du mal à situer ce qu'est ce courant de pensée dont on parle à de nombreux niveaux. On pourrait dire que c'est un courant qui est philosophique, mais qui est aussi culturel, qui implique des pratiques, des croyances. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est aussi un courant politique qui porte une certaine vision de la société, du rapport aux États, du droit des individus à agir pour eux-mêmes, à tenir compte ou pas des structures étatiques, des États-nations. C'est une spiritualité aussi dans une certaine mesure, avec une certaine conception du divin, mais on peut aussi être athée ou agnostique et transhumaniste. C'est une affirmation identitaire. Certains transhumanistes sont attachés à leur affirmation sociale de transhumanistes, comme d'autres sont attachés au fait qu'ils sont chrétiens ou qu'ils sont marxistes. C'est aussi une identité sociale. Donc, le transhumanisme, les transhumanismes, c'est quelque chose d'extrêmement divers. C'est un peu un ovni pour un philosophe classique, parce qu'il a du mal à se situer par rapport à ce courant. Ce n'est pas une thématique classique de la philosophie, c'est beaucoup plus large et ça influence aussi la société, les vies, les choix que les scientifiques ou les industriels posent. Donc c'est un objet très complexe, on pourrait dire. Je voudrais juste dire à cet égard qu'on peut envisager le transhumanisme et on peut aborder ce courant de différentes façons. Et une stratégie de collègues chercheurs en France qui sont très critiques par rapport au transhumanisme consiste à dire simplement, à regarder le transhumanisme de façon très, je dirais, micro, alors qu'il y a une façon méso et une façon macro de regarder le transhumanisme. Mais très souvent, pour critiquer le transhumanisme, il est très simple de dire que c'est un effet de mode, ou c'est un courant de pensée qui a été développé par quelques penseurs farfelus nés dans la contre-culture américaine, les années hippies, etc. Quelques jeunes qui ont commencé parmi les premiers, d'ailleurs les premiers transhumanistes sont les premiers à avoir utilisé les premiers réseaux sociaux pour discuter dans des forums, etc. de leurs idées. Mais que ce courant de pensée, aujourd'hui certes, il a une grande visibilité parce que ces quelques jeunes ont créé des startups, puis certains ont très bien réussi comme Peter Thiel, comme le président de Google, Sergey Brin, etc. Et ces individus-là, aujourd'hui, ont une force de frappe en termes de communication, de médiatisation de leurs idées, qui est énorme. Mais au fond, c'est un ballon de baudruche qui va exploser en plein vol et puis dans quelques années, on ne parlera plus du transhumanisme, ça va très vite s'éteindre. Donc beaucoup de philosophes disent que ce n'est pas un sujet intéressant parce que ce n'est pas un sujet fondamental. Mais on peut regarder le transhumanisme d'une autre façon, d'une façon méso. Et dans ce cadre-là, je parlerai non pas d'un transhumanisme local et temporaire, c'était la première version c'est la première façon dont on peut considérer le transhumanisme, pour ne pas s'y intéresser ou ne s'y arrêter que quelques instants puis l'oublier rapidement. Une autre façon de regarder le transhumanisme, c'est de parler plutôt d'un transhumanisme pragmatique. Hein, et de ce point de vue-là, on va pas s'intéresser à quelques farfelus qui ont développé des théories et quelques ouvrages qui se vendent bien, mais dont les ventes vont très bientôt chuter, mais on s'intéresse plutôt aux pratiques. Qu'est-ce qui, dans nos expériences quotidiennes en tant qu'être humain, est en train de changer fondamentalement? L'apparition de l'Internet, du monde numérique, l'apparition d'un ensemble de technologies émergentes comme le smartphone. Je me souviens de la période de ma vie où les portables, les smartphones, les GSM comme on dit en Belgique, n'existaient pas du tout. Et peu à peu, j'avais quelques amis à l'école qui commençaient à en avoir. Ils étaient un petit peu considérés comme marginaux. Et puis voilà, aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de mon smartphone, alors que pendant très longtemps, j'ai résisté d'en avoir un. Mais donc, on vit dans une époque où de nouvelles technologies émergentes sont en train d'entrer dans nos habitudes et modifient complètement la façon dont on se rapporte à autrui, dont on se situe dans l'espace et dans le temps, et dont on se comprend soi-même en tant qu'individu humain. Et là, on est dans une sorte de bouleversement quotidien qui ne nous chamboule pas, qui s'intègre spontanément à nos vies, mais dont on devient radicalement dépendant, au point de ne plus pouvoir penser sans passer. Et là, on est peut-être dans une forme de transhumanisme pragmatique qu'il faut pouvoir étudier. Il y a des phénomènes pathologiques d'ailleurs qui sont tout à fait inédits. Des jeunes qui ne savent plus se passer de se prendre eux-mêmes en photo. Et ça crée de nouvelles formes de psychopathologie et de nouvelles thérapies. Et tout ça n'existait pas autrefois.
Donc on est dans une forme de transhumanisme pragmatique, c'est une autre façon de regarder le phénomène. Et la dernière façon de regarder le phénomène, c'est une approche macro. Et celle-là aussi est très intéressante, elle nous intéresse aussi dans la chaire. Au fond, est-ce qu'avec le transhumanisme, on n'assiste pas à l'apparition aujourd'hui d'un bouleversement civilisationnel profondément irréversible, majeur, qu'on pourrait comparer au bouleversement qu'ont connu nos ancêtres à l'époque de la Renaissance, quand on est passé à l'humanisme classique, à l'époque de la Renaissance. Et à cette époque-là, les individus qui entraient dans cette nouvelle vision de la culture, de l'éducation, du rapport aux lettres, à l'histoire, ne percevaient que très obscurément, et seuls quelques-uns percevaient ce qui était en train de se passer. La plupart ne le percevaient même pas et avaient du mal à énoncer ce changement. Ou bien un autre élément de comparaison, c'est quand l'humanité a développé un langage articulé. À l'époque préhistorique, quand le langage articulé est apparu et que nos ancêtres ont pu commencer à décrire la réalité, à développer un langage déclaratif, descriptif. Dans les sociétés animales, la communication, elle est toujours instrumentale, fonctionnelle. Elle sert certains objectifs immédiats d'adaptation à l'environnement, de communication, de stratégie de coopération pour survivre. Le langage animal est toujours un langage pragmatique qui doit être efficace et qui sert des actions concertées, collectivement menées. Mais l'être humain a cette capacité de développer un langage déclaratif où il décrit le monde, où il pense que ce qu'il dit du monde dit quelque chose de ce qu'est véritablement le monde. Et donc, avec le langage articulé, apparaissent aussi des théories sur ce qu'est le monde, sur ce qu'est la réalité, apparaît la métaphysique, donc la question du sens de la vie, de la mort, de ce qu'il y a après cette réalité que l'on peut décrire et que l'on peut contempler, que l'on peut regarder comme si l'on n'était pas affecté par elle, comme si l'on pouvait se mettre à distance d'elle, etc. Donc est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, avec l'arrivée de certaines formes de technologies comme l'Internet, etc., en train de vivre un bouleversement qui s'inscrit dans la continuité de l'invention de l'écriture, de l'apparition du langage. Et là, on est au niveau de quelque chose de global, de majeur, qui ne se réduit pas à ce que quelques farfelus ont pu écrire, ou bien à ce que quelques farfelus ou penseurs tout à fait géniaux extrapolent et exacerbent dans des propositions imaginaires qui sont parfois délirantes, mais qui disent quelque chose d'un bouleversement majeur qui les taraude, qui les inquiète, qui les angoisse. C'est la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la phénoménologie, excusez-moi de ce terme un peu barbare, la phénoménologie du transhumaniste. Quelle est la vie intérieure du transhumaniste? En quoi est-ce qu'il croit? Quelles sont ses valeurs? Quelle est la vision du monde qu'il a? Et je voudrais juste essayer de brosser en quelques instants, trop rapidement, la façon dont le transhumaniste, qui se sait transhumaniste ou qui s'ignore transhumaniste, mais qui va peut-être le découvrir, vit son expérience au monde et comment est-ce qu'il s'éprouve en tant qu'être humain. Juste quelques points qui me semblent revenir chez les transhumanistes. Tout d'abord, le transhumaniste est animé d'une angoisse métaphysique fondamentale. C'est un grand métaphysicien, le transhumaniste. D'un côté, il va se dire matérialiste. Par exemple, il va penser que l'homme n'est qu'un tas de molécules complexes ou une machine. Mais au fond, c'est un très grand métaphysicien. Dire que l'homme est un tas de molécules ou une machine complexe, c'est déjà une affirmation métaphysique, comme le disait Pierre, c'est déjà de l'ordre d'une croyance, hein, ce n'est pas une affirmation scientifique. Mais donc le transhumaniste, il est animé d'une angoisse qui le taraude, c'est la perspective de la disparition de l'humanité. Il a bien conscience qu'on vit dans une époque où l'environnement est en train de se dégrader, où la population mondiale augmente, la démographie s'accroît sans arrêt, où l'être humain est un colonisateur qui détruit les environnements qu'il colonise en recherche d'autres, mais qu'il se sent bientôt trop à l'étroit sur Terre. Et d'où un lien très fort entre la pensée transhumaniste et la conquête de l'espace. Et d'ailleurs, la NASA a été parmi les premiers mouvements industriels à avoir soutenu la pensée transhumaniste avec cette conviction que pour coloniser l'espace, il fallait adapter l'homme aux conditions de la vie sur Mars, etc. Et donc il fallait modifier il faut modifier la biologie humaine, il faut transformer l'humain pour le rendre adaptable à une vie en dehors de la biosphère. Donc angoisse métaphysique fondamentale, comment survivre à ce risque d'une disparition de l'humain? Que mettre en place pour permettre à l'humain de dépasser, de se sauver de ce risque, comment faire en sorte que ce risque ne se réalise pas et que l'humain ne disparaisse pas. Donc on voit déjà là un profond amour de l'humanité quelque part, hein. Mais voilà, les solutions proposées sont, elles, très questionnantes, en tout cas pour moi, et je terminerai par là dans quelques minutes. Deuxième élément caractéristique de la vie intérieure du transhumaniste, hein,
c'est cette certitude que la nature nous a mal fait. Au fond, nous sommes des êtres biologiques comme d'autres espèces animales, et la nature n'est pas guidée par une main divine cachée. La nature, c'est un processus évolutif qui avance par essai-erreur, et il y a une loi naturelle qui est la sélection naturelle, qui sélectionne les productions du vivant qui sont les plus réussies, celles qui parviennent le mieux à s'adapter aux conditions de leur environnement, et qui... Ces produits du vivant, de toute façon, ne survivent pas longtemps, ils sont tôt ou tard remplacés par d'autres produits du vivant. Donc nous sommes une forme temporaire dans l'histoire de l'évolution, et nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas le résultat d'un optimum, nous sommes, tout au plus, nous ne sommes qu'un optimum local et non absolu ni maximal. D'ailleurs, nous sommes exposés aux maladies, aux handicaps, à la finitude, et donc tout cela est tout à fait insatisfaisant et frustrant et scandaleux. Et le transhumaniste est un révolté profondément. Et il voit dans la possibilité des sciences et des techniques aujourd'hui, enfin peut-être, la possibilité de corriger cette nature, ou en tout cas de la parachever, de l'améliorer. Et donc il est aussi animé d'un sentiment de responsabilité morale exorbitant. Il a la certitude que dès lors que en tout cas il est certain que nous commençons à disposer des techniques et des savoirs qui nous permettent pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de commencer à contrôler les mécanismes qui nous ont fait, de les modifier, de les parachever, de les améliorer, de sorte que nous pourrions peut-être améliorer notre nature, et que dès lors que nous avons peut-être cette possibilité de le faire, nous avons une responsabilité morale exorbitante de la mettre en pratique, avec tous les risques que cela comporte. Certains transhumanistes sont ignorants de ces risques ou les minimisent, d'autres les maximisent, comme à l'université d'Oxford, un chercheur comme Anders Sandberg ou Nick Bostrom par exemple. Ils sont tout à fait inquiets des risques auxquels nous nous exposons, mais nous devons le faire, nous avons un devoir moral d'améliorer nos conditions de vie et de limiter le niveau de souffrance humaine et la quantité de souffrance des humains, parce que voilà, nous pourrions le faire. Autre élément caractéristique de la certitude du transhumanisme, c'est que la vie, au fond, le transhumaniste est un grand amoureux de la vie. On critique parfois les transhumanistes. Certains auteurs francophones disent que les transhumanistes ont une sorte de haine pour le corps, pour le corps. Dans une certaine mesure, c'est en partie vrai, mais toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des transhumanistes me font observer que le transhumaniste est révolté de cette critique, parce qu'il dit « mais nous aimons la vie, nous aimons tellement la vie que nous ne voulons pas qu'elle s'arrête ». Mais pour eux, la vie n'a rien à voir avec la biologie. Pour eux, la vie pourrait être transposée sur quelque chose qui est d'un tout autre ordre que la chimie du carbone. On pourrait insuffler de la vie à des machines. La vie pourrait être quelque chose qui se réalise sur autre chose que de la biologie. Et donc le corps humain, c'est l'enveloppe dans laquelle la vie s'éprouve en notre existence et en l'existence d'autres êtres vivants, mais elle pourrait être transposée sur des machines. On pourrait uploader la vie humaine dans un ordinateur, etc. Donc ils ont une conception de la vie qui est assez dualiste. Il y a d'un côté la matière, et puis il y a ce principe vital qui est spirituel. Les transhumanistes réfléchissent peu à la nature de ce principe, mais en tout cas ils sont certains que le soi, notre expérience d'être en vie, pourrait être transposée sur autre chose que notre corps. Personnellement, il y aurait matière à débat et je ne suis pas d'accord avec cette vision de la vie, mais c'est en tout cas l'expérience intérieure du transhumaniste. Alors, autre caractéristique, c'est un attachement démesuré, à l'humain, ça je l'ai déjà dit, face au risque de son extinction. Et donc, il faut changer l'humain pour le sauver, pour son salut. Une autre caractéristique, c'est une forme de pélagianisme qui anime tous les transhumanistes. Alors le pélagianisme, je ne sais pas si vous le savez, c'est une hérésie chrétienne, c'est une hérésie théologique d'il y a plusieurs siècles passés, née de la pensée d'un grand auteur qui s'appelait Pélage, qui avait cette certitude que Dieu avait conféré à l'homme la possibilité de se corriger lui-même et de résoudre par lui-même sa faillibilité morale. L'homme avait, par la force de la volonté, pour Pélage, la capacité d'éviter le mal et de choisir le bien. Il n'avait pas besoin de la grâce divine ou d'une aide extérieure, de l'aide de ses pairs, etc. Par la force de l'intelligence, du savoir, de l'acquisition des connaissances, etc., tout individu humain pouvait parvenir à une forme de perfection morale par l'exercice de sa volonté. Et il y a un peu cette idée chez les transhumanistes que, au fond, pour améliorer l'homme, pour le faire évoluer, il n'y a pas besoin de son interaction avec la nature, il n'y a pas besoin de son interaction avec
son rapport avec une divinité, ou avec un absolu, avec un Dieu, avec son rapport aux autres. Non, l'homme, par la propre force de son savoir, de sa technique, peut s'améliorer lui-même et il se peut tout à fait qu'il le fasse individuellement dans son propre auto-laboratoire, en s'expérimentant toutes sortes de séries de choses sur lui-même. Mais il y a en l'homme cette capacité, il y a cette croyance-là. Avant-dernière caractéristique de la vie intérieure du transhumaniste, ses convictions, c'est le sentiment d'être dans une époque transitionnelle. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas être long, mais c'est ce sentiment que dans transhumanisme, il y a le mot trans, qui renvoie à l'idée de transition. Nous sommes dans une époque transitionnelle, dans un bouleversement civilisationnel. C'est cette vision macro du transhumanisme dont je parlais tout à l'heure. On est dans une période de transition majeure et nous avons des responsabilités à y exercer. Enfin, le transhumaniste a une certaine vision du social et de la société. Il voit plutôt la société comme une juxtaposition d'individualité et non pas comme un système où tous les individus sont interreliés, interdépendants. Ils ont plutôt la certitude que chaque individu est évidemment en rapport avec autrui, mais comme on juxtapose des individus et on les met en concurrence ou en situation de coopération. Chaque individu est une petite île, d'une certaine façon, qui pourrait être tout à fait indépendante des autres. Et puis, le fait est que nous sommes en rapport les uns avec les autres, mais ceci est secondaire. Ce qui est premier, c'est le soi individuel, et le transhumaniste a un profond amour de soi. Et il aspire à la survie de son soi, quitte à rêver d'une forme de mind uploading, d'une transposition du soi sur un support non détériorable comme l'est la matière biologique ou plus robuste, etc. Mais il y a une sorte d'amour du soi qui est majeur et une vision de la société où l'État, ou les structures qui imposent aux individus d'être dans des rapports d'interdépendance et dans des régulations de l'ordre du droit, du système moral, qui imposent aux individus des contraintes, des limites, c'est quelque chose qui est assez révoltant pour le transhumaniste. Il a du mal à l'accepter, mais aussi il a du mal à proposer une alternative solide. Et la seule solution de créer autre chose pour le transhumaniste, c'est de tester de nouvelles choses. D'où cette idée dont a parlé Pierre. Des grands industriels comme Peter Thiel et d'autres dans la Silicon Valley ont le projet, sont en train, étape après étape, de le réaliser. Ils ont pour objectif d'acheter un territoire dans les eaux internationales du côté de la Californie, qui soit tout à fait libre de toute normativité des États-nations ou du droit international actuel, et où ils pourraient créer une forme d'île artificielle ou d'île flottante sur laquelle ils pourraient inventer une forme de société nouvelle. Donc on retrouve ces grands idéaux de la contre-culture américaine ou du mouvement hippie, anarchiste, cette idée qu'on pourrait créer une autre société, et le transhumaniste rêve de cela et pense que ce sera une forme de vie ensemble bien meilleure que ce qui a existé jusqu'à aujourd'hui. Donc ils ont aussi une morale personnelle très minimaliste. Ils sont assez opposés à la multiplication des principes ou des règles morales qui réglementent et conditionnent nos actions. Pour eux, le principe fondamental, c'est la liberté d'entreprendre, de modifier son corps si on le souhaite, la possibilité de faire ce que l'on souhaite de son corps et de sa vie, du moment que l'on ne nuit pas à autrui. Et en gros, cette morale minimaliste devrait, pour les transhumanistes conséquents, suffire. Enfin, ils ont une certaine vision du sens de la vie quand ils se projettent dans une vie indéfinie, dans une vie où la mort a disparu, où ils se sont améliorés. Mais quel est leur sens de la vie? Mais pour eux, la vie vaut la peine d'être vécue indéfiniment, ça c'est un premier élément. Et puis, ils ont soif de multiplier les expériences. En vivant indéfiniment, même si on peut toujours disparaître du fait d'un accident catastrophique, d'une météorite qui explose l'individualité de quelqu'un, etc. Mais du fait de vivre 200, 500 ans comme le rêve le transhumaniste, on pourra multiplier nos expériences, vivre différentes expériences de métier, éprouver différents plaisirs, parler différentes langues, etc. Et cela vaut en soi, cela est un bien en soi pour le transhumaniste. C'est ce à quoi il aspire en se projetant dans le futur. Alors en conclusion, et je m'arrêterai là, quelles sont mes propres réflexions par rapport au transhumanisme et par rapport à cette phénoménologie de la vie intérieure du transhumaniste, ou quels seraient les points d'attention ou de débat que je vous exposerai pour terminer. Merci Pierre. Tu peux encore un petit peu, je pense.
Non, oui, la suivante. Ouais. Ne regardez pas le tableau, je vais y venir, mais tout d'abord, le transhumanisme est pour moi un objet philosophique. Le transhumanisme, pour moi, est un objet philosophique intéressant parce qu'il nous pose des questions fondamentales sur ce que nous sommes. Il nous pose la question, mais qu'est-ce qu'être humain aujourd'hui dans la société où nous évoluons, avec les technologies dont nous disposons? Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Qu'est-ce qui nous distingue de l'animalité ou du robot ou de l'intelligence artificielle de plus en plus complexe et efficace et performante que nous sommes en train de développer dans nos laboratoires, dans nos startups, etc. Est-ce qu'il reste quelque chose de l'humain qui est irréductible et que nous devons préserver? Alors le transhumaniste a la conviction que l'être humain est avant tout un cyborg par nature. Il a cette conviction que, et je pense qu'il a raison, et qu'on l'a trop souvent oublié en philosophie ou les religions ne l'ont pas suffisamment pris en compte. Il y a un enjeu, par exemple, pour la théologie chrétienne, de penser la place de la technique dans l'histoire de la relation entre l'homme et Dieu. C'est très peu présent dans la théologie chrétienne, catholique ou protestante. Mais je crois que les transhumanistes ont raison, et la théorie de l'évolution le démontre, c'est que nous fabriquons des objets depuis que l'homme existe, nous fabriquons des outils, et l'intelligence artificielle est un outil contemporain, mais on pourrait retracer toute une histoire de la technologie qui remonte jusqu'aux premiers outils. Nous avons un rapport avec l'outil qui est fondamental, qui est constitutif de ce que nous sommes. Mais nous fabriquons des outils autant qu'ils nous fabriquent. Le fait de construire un habitat dans lequel nous nous abritons, dès l'époque de la préhistoire, modifie les conditions environnementales au sein desquelles des pressions de sélection s'exercent sur nos traits corporels. Et donc le corps que nous avons aujourd'hui est aussi une conséquence de la relation particulière que nous avons avec des outils depuis l'histoire de l'humanité. Donc l'homme est un homo faber, comme disait Bergson, c'est aussi un cyborg par nature qui entretient une relation essentielle, substantielle avec l'outil. Mais ce que le transhumaniste oublie fréquemment, et ce sur quoi, en tant qu'éthicien, je voudrais insister, c'est que nous ne sommes pas qu'un homo faber, nous sommes aussi un homo socius, ou un être de soins. Et une spécificité de la socialité humaine, c'est sa capacité à prendre soin de ses membres les plus vulnérables. Ça peut paraître être une affirmation très moraliste en fond, ou peut-être très religieuse, teintée de charité ou d'esprit de charité, de sollicitude. Alors soit vous reliez ça à des croyances religieuses très fortes dans les monothéismes, ou bien vous reliez ça à des convictions sociales et politiques nées à l'époque des Lumières, quand le milieu médico-social, la prise en charge des personnes handicapées s'est fortement développée. Mais non, aujourd'hui on découvre que depuis l'époque de la préhistoire, les premières communautés humaines ont intégré dans leur structure, je ne dis pas qu'elles l'ont fait systématiquement, mais le fait qu'elles l'ont fait est tout à fait étonnant. Et aujourd'hui on a la preuve empirique, on a la preuve scientifique, tant et si bien qu'un nouveau champ scientifique vient de naître qui s'appelle la bioarchéologie du soin. J'ai eu l'immense chance d'être témoin de la naissance de ce courant et de cette science et d'y participer, de participer aux premiers colloques qui ont légitimé sa naissance. On a aujourd'hui une multiplication de cas empiriques de prise en charge de personnes très lourdement handicapées dans les premières communautés humaines, et même avant Homo sapiens, ce qui est la détermination scientifique de notre espèce aujourd'hui, mais au sein du genre Homo, donc dans les lignées familiales qui nous relient à nos ancêtres, qui nous précèdent dans la lignée des espèces Homo, on peut remonter jusqu'à 1,8 million d'années et l'on a des traces de prise en charge d'individus qui n'avaient pas la possibilité de se soigner par eux-mêmes ou de manger par eux-mêmes du fait d'accidents de la vie et qui étaient soignés, qui étaient nourris par leur communauté avec de la nourriture prémâchée, etc. Donc et aujourd'hui, on a les preuves archéologiques, grâce à la paléopathologie, grâce à la bioarchéologie, on a des évidences scientifiques qui sont tout à fait incontestables. Et donc, une spécificité de la socialité humaine, c'est cette dimension d'intégration de la vulnérabilité dans le vivre humain, dans la structure sociale. Et quand une structure rejette complètement cette dimension de son être, elle devient soit totalitaire, soit violente, soit invivable à moyen ou long terme. Et toutes les idéologies qui ont dénié cette dimension ont peut-être eu une aura et un succès temporaire dans l'histoire, mais se sont tôt ou tard éteintes au profit de structures politiques et sociales beaucoup plus ouvertes sur l'intégration de la vulnérabilité et du fragile dans la socialité humaine. Et là, on n'est pas dans le registre de l'homo faber, on est dans le registre de l'homo socius. Et donc, il est tout à fait essentiel comme repère éthique de penser toujours aux enjeux de nos technologies et des outils que nous développons en lien avec une exigence éthique d'accessibilité et d'intégration aussi d'une dimension
qui relève du care ou du soin. Dans ce que nous développons, comment développer des technologies qui n'excluent pas certains individus de la socialité humaine? Comment rendre nos technologies adaptées aussi à cette dimension de notre être qui est notre socialité et notre ouverture sur l'intégration de la vulnérabilité? Autre fait essentiel de la nature humaine qui est à mon avis aussi négligé ou trop négligé par les transhumanistes, c'est le fait que nous avons une vulnérabilité spécifique en tant qu'être humain. Je me suis beaucoup intéressé dans ma thèse sur ce qu'était cette vulnérabilité spécifique de l'humain. Parce qu'on dit souvent que le vivant est vulnérable, que les animaux sont vulnérables, qu'il faut les protéger, comme l'humain est vulnérable. Mais très souvent, on ne sait pas très bien quelle est la spécificité de la vulnérabilité humaine. Je me suis beaucoup intéressé à cette question dans ma thèse et j'ai beaucoup travaillé sur un auteur qui s'appelle Stephen Jay Gould, mais il n'est pas le seul à l'avoir souligné. Mais lui en était convaincu jusqu'à la fin de sa vie, je pense que c'est en 2002, un des plus grands paléontologues que la paléontologie ait jamais connu. C'est cette certitude, c'est ce constat que notre corporéité humaine est fondamentalement inachevée. Ça, c'est une banalité de le dire. On n'est pas fait, on n'est pas au bout de ce que nous sommes appelés à devenir en tant que corps dans l'évolution. Notre corps va vraisemblablement encore évoluer dans les millions d'années où j'espère nous allons survivre. Mais nous sommes inachevés au sens où, je vais prendre un exemple, c'est un fait tout à fait incontestable aujourd'hui que le corps d'un être humain adulte a le degré de maturité au niveau de ses organes qui correspond au degré de maturité et de développement d'un bébé chimpanzé. Donc je veux dire par là que le corps d'un adulte, d'un humain adulte, a une apparence assez infantile par rapport au degré de développement qu'atteint un corps de primate quand il poursuit son développement au-delà de l'enfance et qu'il atteint l'état adulte. C'est comme si le développement de certains de nos organes, notamment le cerveau, notre cerveau est profondément plastique, ce qui est la condition de possibilité de nos apprentissages, de notre curiosité, de notre recherche intellectuelle, mais c'est aussi la condition de possibilité de toutes les psychopathologies que l'être humain connaît et que ne connaissent pas d'autres espèces, et nous sommes extrêmement exposés aux psychopathologies par ailleurs. Mais ce niveau de plasticité du cerveau humain, il est très semblable à la plasticité du cerveau du bébé chimpanzé, mais qui très vite se câble et se fixe dans des patterns comportementaux qui sont adaptés à son environnement et qui vont se rigidifier de plus en plus. Alors il y a toujours une plasticité dans le cerveau du chimpanzé, même adulte, mais elle est beaucoup moins développée que dans un cerveau humain, où quelque chose du développement et de la rigidification du cerveau humain s'est arrêté très tôt. Comme si le cerveau humain n'avait pas atteint la plénitude de son développement, de sa robustesse, ce que l'on observe chez le chimpanzé. Et ce processus d'immaturité des organes humains, il s'observe à différents niveaux de l'organisme humain. Ce qu'on appelle en paléontologie, c'est le processus de la retardation, qui est le terme scientifique employé. Mais ceci expose, comme je le disais, l'être humain à de profondes vulnérabilités. Il est sans outils, sans culture, sans apprentissage, il est tout à fait inadapté à son environnement biologique. Nous sommes une espèce, quelque part, on pourrait dire ratée, où il est étonnant, on pourrait dire, que l'être humain ait survécu étant donné son corps qui est immature, inachevé. Et c'est grâce à un ensemble de palliatifs ou de compensations que nous survivons dans la nature. C'est grâce à cette vulnérabilité fondamentale du corps humain que nous développons une culture, des mondes symboliques et des mondes techniques qui nous permettent de pallier à nos insuffisances biologiques et de les compenser. C'est pour ça que nous sommes aussi des cyborgs par nature, quelque part. Nous avons besoin de la technique, nous avons besoin de la culture pour trouver une niche sur Terre et nous développer. Et cette vulnérabilité-là, c'est quelque chose qui est positif, mais qui nous expose à des maladies, à des psychopathologies, comme je disais, mais à des tas d'autres sortes de risques. Et chez les transhumanistes, la notion de vulnérabilité, elle est uniquement négative. Pour eux, la vulnérabilité humaine, c'est le mal absolu. Et là, je pense qu'il y a aussi un discernement éthique à mener et une prudence à avoir. Non, la vulnérabilité humaine, c'est aussi ce qui nous expose à des changements, à des possibles qui sont positifs. Donc préserver en l'humain quelque chose de cette vulnérabilité est essentiel. Évidemment, personne ne veut mourir d'un cancer, personne ne veut mourir, personne ne souhaite être infirme. Donc il y a des maux contre lesquels il faut combattre. Mais il y a aussi une vulnérabilité fondamentale de l'humain qu'il faut pouvoir préserver, même si elle n'est pas toujours confortable, parce que c'est la condition de possibilité à des transformations. Voilà, alors je vais m'arrêter ici et sur ces quelques éléments d'attention, de vigilance éthique,
par rapport au transhumanisme et je vais laisser Pierre conclure. Je lui rends la parole. Alors ce que je propose, c'est pas de conclure, c'est peut-être qu'on ait un petit temps d'échange qui me permettra au travers de l'échange avec David et avec moi-même, peut-être d'apporter quelques éléments, pas de conclusion, mais voilà, de fin de cette expérience commune. Alors, qui parmi vous veut commencer ? Toujours la première qui est difficile. Oui. Micro, sans micro, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Peut-être savoir votre intérêt, vous personnellement, quand ça a débuté et pour quelles raisons vers le courant transhumaniste. D'où vous êtes venu, M. Giorgini et M. Doat, cette curiosité-là? Moi, j'ai une expérience longue finalement au sein d'Orange, puisque j'étais directeur général délégué d'Orange Innovation. Et je pense que pendant toute ma vie, j'ai vu à quel point les travaux que nous faisions, parfois en anticipation de 10 à 15 ans avant leur prise de réalité dans la société, nous amenaient au fond à faire des choix. Des formes de non-choix, c'est-à-dire à décider un certain nombre de choses indépendamment d'une forme de jeu démocratique. C'est-à-dire qu'on était dans l'idée que la science continue son chemin et puis après les applications, ce seront aux gens de voir. Ça, c'est une vue complètement théorique. J'ai vraiment pris conscience à quel point la science est incroyablement intriquée, imbriquée avec la technologie. Et ce qui fait que du coup, j'ai eu très vite le besoin d'avoir une prospective, c'est-à-dire de me dire les choses qu'on produit, le travail auquel je contribue avec des chercheurs, ça signifie quoi? Quel sens ça donne? Ça prépare quel monde? Et du coup, une fois qu'on est là-dedans et qu'on voit à quel point, par exemple, les organisations ont été complètement bouleversées par l'Internet, par les réseaux, etc., ayant été moi-même un concepteur de réseau et un concepteur de système, et je me suis dit, on ne peut pas comme ça travailler le nez sur le guidon, c'est-à-dire travailler sur une science qui nous projette à 20 ans, à 30 ans et qui préstructure un certain nombre d'éléments, et soi-même être, au nom du pragmatisme, le nez sur le truc en disant je vais regarder ce que ça produit au moment où ça le produit, et là il sera encore temps de dire stop. C'est faux. Parce qu'une fois que le coup est parti, que les grands enjeux de domination économique sont enclenchés, qu'un certain nombre de positions épistémologiques sont prises dans des axes scientifiques donnés, vous pouvez sauter comme un cabri comme vous voulez. La preuve d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui les grandes dominations technoscientifiques se foutent des États. À ce que je sache aujourd'hui, les grandes dominations économiques ne sont pas élues au suffrage universel. Or, mes éléments de vie privée, aujourd'hui, sont captés en termes de valeur par Google ou par d'autres. Donc, ceci s'est préparé dans les laboratoires d'il y a 15-20 ans, quand on a commencé à travailler sur l'IP, etc., etc. D'où cette espèce de devoir, j'allais presque dire, un peu choqué, mais de devoir chrétien, de dire, si l'humanité a un sens pour moi, et si, quand je regarde mes 4 petites filles dans les yeux, et que je vois cette merveille de mes petites filles, et de me dire, je les projette dans 20 ans, je suis en train, moi, apprentis sorciers, de préparer à leur place ce que sera le quotidien et ce que seront les questions qui leur seront posées, auxquelles elles ne pourront répondre ni oui ni non, parce qu'elles n'auront pas le choix. D'où la nécessité d'être dans une forme de prospective. Or, quelle est la meilleure façon de faire de la prospective? C'est de regarder quels sont les gens qui poussent aux limites, parce que ce sont eux qui tirent. C'est le cas de la science-fiction, mais c'est le cas aussi des transhumanismes. Et donc le transhumanisme m'a toujours fortement intéressé en me disant je vais aller essayer de regarder, enfin le transhumanisme pas toujours, mais en tous les cas les plus avancés dans les domaines technoscientifiques, parce que c'est eux qui tirent. Alors tout ce qu'ils prévoient ne se passe pas, tout ce qu'ils font n'a pas lieu, tout ce qu'ils font n'est pas déterminant, mais en tous les cas, ils nous donnent un peu une perspective, un peu comme si on voulait regarder dans un sens. Ils sont une forme de phare dont on se dit qu'ils vont tirer quelque part la société dans cette direction-là, et ça permet peut-être, en faisant monter en conscience les gens, que l'on puisse se dire c'est dans cette direction-là qu'on veut aller, alors allons-y. Ou c'est pas dans cette direction-là qu'on veut aller. Ça, c'est la montée en autonomie de conscience qui a toujours été pour moi une forme d'obsession, parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'éducation. Voilà, pour répondre à votre question pour moi. David. Voilà. Pour moi, qui a eu un parcours différent de Pierre, les motivations sont un peu différentes.
Je dirais qu'elles viennent d'abord d'une rencontre avec le monde du handicap mental, aussi étonnant que cela puisse paraître. Durant mes études, j'ai découvert l'Arche, qui est une grande association fondée par Jean Vanier, peut-être certains d'entre vous connaissent cette association, un Canadien, qui propose à des personnes valides et à des personnes invalides de vivre et de travailler ensemble et de construire une forme de socialité et de vie en commun où la personne avec un handicap mental a toute sa place dans le collectif et n'est pas aux frontières ou cachée ou dans un rôle secondaire, mais a toute sa place dans le cœur de ce que l'on vit ensemble en termes de projets professionnels ou en termes de projets sociaux, d'activités, etc. Et ces milieux de vie que sont les communautés de l'Arche sont des lieux où l'on invente d'autres façons d'être humain ou d'autres façons de se comprendre en tant qu'être humain. Ce sont des lieux aussi qui sont des catalyseurs de questionnement sur le sens de la vie, sur le sens de ce que l'on veut faire plus tard. Il y a énormément de jeunes volontaires qui préparent leurs projets d'avenir dans ces formes d'incubateurs sociaux que sont ces communautés et qui, au contact de la personne avec un handicap mental, qui n'a pas été formaté par tout un système éducatif, par une vision, par une survalorisation du cognitif, de la performance, de la réussite sociale et économique, parce que dès le départ, elles sont en dehors de ces registres-là d'évaluation. Dès le départ, elles sont out. Donc elles acquièrent une sagesse et une expérience et une façon de vivre qui est tout à fait différente de la norme. Et souvent, la personne valide souffre d'une forme de tyrannie de la normalité, d'une obligation à la performance, d'un enfermement dans un ensemble de valeurs et de critères d'auto-évaluation de soi qui sont le résultat d'un héritage qu'il a acquis du fait d'avoir été dans des parcours scolaires et dans des visions très valido-centrées de ce que c'est qu'être humain et de s'épanouir et de se réaliser. Moi, j'ai découvert à l'Arche, et ce n'est pas seulement à l'Arche, c'est dans des tas d'autres associations où le handicap mental et d'autres formes de handicap sont pleinement inclus, d'autres façons peut-être de construire du lien social, de construire de l'économie. On avait notamment dans la communauté où je travaillais une société de production de vin qui était économiquement rentable et on avait décidé pour le bien des personnes handicapées de passer au biologique, mais ça faisait du bien à tout le monde en fait et on vivait aussi à un autre rythme l'expérience économique, etc. Et tout cela ouvre des possibles. Et le transhumanisme a été comme j'ai découvert le transhumanisme au cours de ma thèse. Et je me suis rendu compte que la vision du handicap dans la pensée transhumaniste était très simpliste parce qu'il voit le handicap comme une sorte de condition déficiente par rapport à la condition valide. Moi, j'avais découvert tout autre chose. Et pour eux, la personne handicapée, elle vit dans une condition déficiente que l'on va corriger par les technologies. Et même, souvent, ils présentent la personne handicapée comme celui qui préfigure le transhumain. Parce qu'on va non seulement revalider la personne handicapée, mais on va lui donner des technologies qui vont faire qu'elles vont performer mieux que les valides eux-mêmes. Et donc très souvent, la littérature transhumaniste instrumentalise la condition handicapée pour faire valoir un dépassement de l'humain, mais qui n'est que de la survalidité, qui n'est qu'une vision valido-centrée de ce que sera plus tard l'humain. Donc un humain beaucoup plus performant, beaucoup plus soumis à des systèmes de fonctionnalité où il va devoir performer, faire mieux que les autres, être toujours dans de la surcapacitation de soi, etc. Et alors qu'il y a d'autres futurs possibles quand on est attentif à développer en soi et avec les autres une autre vision du handicap, de la relation aux autres. Et donc ben voilà, je travaille sur la littérature transhumaniste pour la critiquer de ce point de vue-là et pour développer d'autres alternatives. Moi, j'aurais évidemment plein de questions à poser, mais je les poserai quand on viendra vous visiter à Lille. Par exemple, sur la console Atari qui revient en force depuis hier, on voit que ça se vend comme des petits pains. Alors peut-être qu'il y a une seconde vie pour la Minitel qui va rattraper un peu vos prévisions des années 90. Peut-être. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un contre-courant qui arrive? Parce qu'on parle aussi beaucoup de technologie. Les gens, la course à la technologie, les gens veulent avoir le dernier iPhone, ils veulent évidemment être connectés de plus en plus, mais nous on le sent dans les régions ici au Québec, puis probablement en France, il y a une contre-culture, les gens veulent quitter, alors je ne parle pas de simplicité volontaire, mais je parle de gens qui veulent quitter, qui en ont marre, je dirais, de cette course à la technologie, puis qui veulent revenir à des valeurs plus simples, veulent revenir en région, retrouver un peu le goût de la nature, etc. Est-ce que c'est pas une contre... Est-ce que vous le ressentez ça aussi? Alors, non seulement je le ressens, mais vous connaissez mon aspect militant
c'est la raison aussi de ma présence ici, mon aspect militant sur les écosystèmes innovants territorialisés, parce que je pense que c'est là que va se reconstruire ce nouvel équilibre. Parce que, comme d'habitude, il y a des formes qui prennent qui poussent aux limites un certain nombre d'extrêmes. L'intérêt de les dénoncer, ou en tous les cas de les décrire, et d'amener une prise de conscience. Mais avec Bertrand Vergely, on partage la conviction que en fait, les vrais gens, ce que j'appelle les vrais gens, j'ose pas dire le sens commun, parce que ce mot nous a été piqué, mais je peux dire le sens commun au sens philosophique, au sens de l'empirisme, les vrais gens ne voudront pas de tout ça. Et en fait, ce sont les vrais gens qui vont, peut-être pas nous sauver, mais en tous les cas, recréer ces nouveaux équilibres. Et pour ça, du coup, il faut que les écosystèmes soient connectés avec les vrais gens. C'est-à-dire que moi, je rêve des incubateurs à haute valeur ajoutée technologique, où il y a des rencontres improbables avec des personnes handicapées, avec des vrais gens qui ont des difficultés sociales, avec la vraie vie. Et c'est pour ça que je milite, et on a fait 8 écosystèmes, on les a décrits ce matin à Monsieur le maire, dans notre université, parce que je pense que notamment les étudiants, ceux qui créent ces fantasmes qui sont pour moi extrêmement dangereux, c'est quand quelqu'un à un moment quitte le réel, c'est-à-dire se retrouve dans un univers où il est au fond entre eux, des geeks technocentrés, qui ne parlent qu'avec des technocentrés, qui sont des gens tout à fait admirables, mais qui se créent au fond un monde qui se déconnecte de la réalité. Alors de temps en temps, ils font quelques tests avec des usagers, et puis ils se disent le marché dira ce qu'il en est. Ouais, mais sauf que le marché, il est quand même pas mal piloté en amont de tout ça, et encore plus aujourd'hui avec le web. Et donc les écosystèmes comme le vôtre, comme celui que j'ai vu, le projet d'Alma, etc., ou Humanicité chez nous, ou d'autres, ou Université qu'on est en train de créer avec un C à la place du S, Cité de l'universel, l'idée c'est de créer un écosystème de vie où les étudiants apprennent par l'expérience, mais pas l'expérience purement technique, l'expérience de la confrontation, notamment les ingénieurs par exemple, qui font de la conception technique demandée par des entreprises. Il est essentiel qu'ils se confrontent à des jeunes juristes, à des jeunes aides-soignants, à des vraies personnes, à des gens du quartier, pour que cette confrontation, cette coélaboration de l'innovation dont on a besoin, elle soit réellement coélaborative. Et là, c'est parce que moi je suis très habermasien, vous savez, c'est Habermas qui dit que l'éthique naît de ce qu'il appelle un agir communicationnel inclusif, et mon expérience montre qu'à chaque fois que vous mettez des vrais gens à la conception d'un système, et que vous incluez les cibles théoriques de ce système, les usagers de ce système, si vous créez un vrai dialogue qui confère l'égalité de dignité, y compris aux personnes handicapées et à tous les parties prenantes d'un système, franchement, vous sortez toujours par le haut, indépendamment des valeurs, etc. Vous sortez toujours par le haut. Je prends juste, si je peux me permettre, un exemple dans mes cours d'éthique. Je donnais à des étudiants l'exemple de Denislo, je vous ai dit le test, etc., à cette semaine, et je me dis alors, good news, bad news. Et donc toujours dans ces cas-là, des étudiants disent, good news, monsieur, c'est formidable nouvelle. Ah bon, pourquoi? En général, c'est des jeunes qui ont une expérience de handicap lourd, etc., dans leur famille, enfin, et donc ils disent, c'est une formidable nouvelle, on va pouvoir faire de la prévention, on va pouvoir éviter des souffrances atroces. Et puis il y en a d'autres à qui je donne la parole qui disent, ah oui, mais attention, ça veut dire comment on va mettre les limites et tout. Et un jour, il y a une jeune fille qui dit, vous vous rendez compte, monsieur, on va pouvoir, parce que dans les critères du séquencement primaire, il y a le nanisme, vous savez, les gens qui naissent nains. Et elle dit, c'est formidable, on va pouvoir éradiquer, elle utilise ce terme-là, éradiquer le nanisme. Et dans l'autre partie des jeunes, il y avait un jeune qui avait un cousin qui était nain. Et elle se retourne immédiatement vers cette personne et elle dit, mais on pourrait peut-être leur demander s'ils veulent être éradiqués. Alors l'autre répond, mais non, mais je ne te parle pas de tuer ceux qui vivent, je te parle d'empêcher naître des nouveaux nains. Et l'autre personne dit, bah, écoute, je vais inviter mon cousin, et on pourrait peut-être en discuter avec lui, etc. Et ce cousin est pétillant de vie, etc. Et donc, vous voyez, dès qu'on va sortir d'une forme d'isolement de la solution un peu radicale pour rentrer dans un vrai agir communicationnel inclusif, les solutions qui émergent sont 9 fois sur 10 des bonnes solutions pour l'humanité. C'est pour ça que je crois beaucoup à ces incubateurs, notamment dans des régions où on peut faire des rencontres improbables. C'est-à-dire que vous êtes dans des systèmes où vous pouvez colocaliser des gens d'origine, de culture, de rapport à l'emploi, de rapport au business très très différents. Et moi je suis convaincu que si la médiation est bien faite,
9 fois sur 10, les innovations qui sortiront seront des innovations qui iront dans le sens, comme dit Vivray, d'une pleine humanité, alors qu'on a le risque d'aller vers une sous-humanité dans beaucoup de cas. Voilà, c'est ça, c'est aussi le lien que je fais entre ces travaux et ce qu'on essaye de faire sur les écosystèmes innovants à la Cato de Lille, avec aussi des échecs. Hein. Il y a pas, je l'ai expliqué ce matin, il n'y a pas que des réussites. Une dernière, et puis on va vous libérer. Ça peut être une objection, hein, c'est pas... Les certitudes m'angoissent. Moi, quand je pense aux G7 qui vont se réunir à Charlevoix, puis ils empêchent les cultivateurs pendant le temps qu'ils sont là de tendre leur fumier qui nourrit la planète pendant leur période de culture pour parler du monde, de l'industrie et tout, mais ils empêchent. Ils leur ont demandé de ne pas étendre le fumier pendant cette période-là. Ça pose de sérieuses questions. Oui. Alors, en même temps, on préfère qu'ils causent plutôt que de se foutre des bombes atomiques sur la gueule, mais c'est dans quelles conditions ils causent. Et là où vous avez raison, c'est que je crois que... Voilà, le monde... non, mais je suis d'accord avec vous, en ce sens que je crois que le monde doit inventer ce que beaucoup de philosophes ont appelé la glocalité. Il faut que les États et que les institutions apprennent à devenir glocales. Alors vous savez ce que c'est que la définition du glocal? Le glocal, ça veut dire que quand j'agis local, ici, dans mes communautés, prenez Los Angeles, Fourmi, et j'espère ici, et j'espère Alma, on est à la fois dans le local, puisque ce qu'on veut, c'est retravailler dans un territoire, etc. Mais en même temps, on a les enjeux globaux dans la tête. Parce que vous venez de parler de la nourriture de la planète, mais on pourrait parler aussi du climat, on pourrait parler des migrants, etc. Donc la glocalité, c'est j'agis local en pensant global. Et c'est ça qui est formidable. Je connais Fourmi, mais j'en connais plein d'autres. Là-bas, on voit des communautés à Barcelone, enfin on pourrait en citer plein, qui sont des écosystèmes incroyablement territorialisés. Mais ce qui les sépare du communautarisme, c'est qu'ils ne sont pas dans l'idée qu'ils vont s'enfermer dans le territoire et monter des murailles et faire une forme de communauté de sauvetage qui est derrière le mythe de l'Arche de Noé. Hein, c'est un peu ce qu'on a sur ces patrons qui veulent créer. Au fond, c'est l'Arche de Noé, c'est le mythe de Gilgamesh. Hein, voilà. On est dans l'idée que l'on va agir sur un territoire, mais dans un territoire ouvert aux enjeux du monde, c'est-à-dire dans un territoire local. J'agis local, mais j'ai bien en tête quels sont les grands enjeux du monde. Mais pour que ça se passe, et c'est là où je vais revenir sur votre question, il faut que les gens qui ont les grands enjeux du monde apprennent évidemment à agir global. C'est pour ça qu'ils sont payés et élus, en pensant local. Et c'est ça aujourd'hui, notamment en France, qu'on a énormément de mal à faire à cause de notre tradition colbertiste, à cause d'un État régulateur, d'un État qui ne sait pas aller au-devant des initiatives, qui ne sait pas être un jardinier de l'initiative. Si vous regardiez un peu la vidéo qu'on a fait, je dis souvent qu'au fond, si on veut être dirigeant, hein, mon prochain livre devrait s'appeler « La fin des dirigeants », l'extinction des dirigeants. Hein. Et le sous-titre, c'est « L'émergence des grands reliants ». C'est-à-dire que le dirigeant de demain, c'est vraiment celui qui oublie le fait qu'il est dans un rôle unique d'action prescriptive descendante, même d'ailleurs s'il va demander l'avis de la base. C'est ça le côté négatif de la démocratie représentative, c'est qu'ils pensent qu'ils ont fait démocratie parce qu'ils sont allés demander en bas ce qu'ils en pensent. Ça ne suffit plus. Aujourd'hui, la citoyenneté veut être coélaborative. Elle ne veut pas être collaborative, elle ne veut pas être participative, elle veut être coélaborative. Or, pour prendre en compte la citoyenneté coélaborative, il faut que les gens d'en haut agissent global, parce qu'ils sont là pour ça, et il faut de l'action globale sur un certain nombre de sujets, bien sûr, mais en ayant cette capacité de penser local. Et ça, c'est la grande révolution que nous devons faire à nos dirigeants, y compris politiques, et en cela, d'ailleurs, il faudra probablement réformer les bases de la démocratie représentative, qui ne portent pas forcément ces gens-là au pouvoir. Hein. D'où cette force de disjonction que l'on voit très fort chez nous, où les gens sont portés au pouvoir, et très vite, qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas, on veut les sortir. Parce qu'on attend cette forme de globalité qu'on a du mal à voir venir. Voilà. Donc votre remarque, qui est très ponctuelle, je suis prêt évidemment à l'acheter aujourd'hui, non pas à la jeter, mais à l'acheter. Voilà, merci infiniment pour le temps passé. Bon après-midi.